Ayant en tête, et on vous le présentera, que 40% du budget aujourd'hui, sur la petite vingtaine de millions dont nous disposons, est au service des territoires. C'est l'animation des territoires. C'est évidemment les budgets directs, on vous en reparlera, c'est les enveloppes spécifiques, c'est les projets citoyens, ce sont les facilitateurs locaux, ce sont les consultations, ce sont les nouveaux outils numériques qu'on va mettre en place et dont on va vous parler, c'est la formation, c'est l'activité juridique, c'est les jeunes avec Macron, ce sont les associations affiliées, c'est 40% du budget. Ayez en tête une deuxième chose, nous ne sommes pas riches. Nous ne sommes pas riches. 20 millions, c'est nettement moins que le budget du Parti Socialiste en 2012. Je vous le dis, parce que on pense qu'effectivement, quand on a gagné les élections, on est un parti riche. Mais il y a 2-3 trucs qui sont très différents. Savoir, c'est la cotisation des élus et la masse des élus. Moi, quand j'étais député socialiste, je donnais 1 250 € par mois à mon parti. Effectivement, ça a aidé un peu. Et comme on était 3 parlementaires dans mon département, la Fédération des Alpes-de-Haute-Provence, elle avait chaque mois 2 250 € qui tombaient parce que les 3 parlementaires versaient directement à la Fédération, en plus du national, 750 € à la Fédération. Et quand vous cumulez tout ça, le Parti Socialiste est un parti beaucoup plus riche que ce que nous sommes. Et donc, ayez en tête qu'il nous faut rembourser toutes les dépenses de 2017. Je ne parle pas de la campagne électorale, mais toutes celles qui ont été à la suite de l'élection présidentielle, sans avoir de dotation de l'État sur ce sujet. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en tension financière. Mais nous savons qu'il faut faire des efforts sur un certain nombre de sujets, et notamment vous faciliter la vie. Alors, le premier truc qui va vous faciliter la vie, c'est ça. Si vous savez ce que c'est. Tu la sors, c'est bon. Tu la remets dans la poche. Alors en plus, elle est noire tout de suite, vous pensez que c'est une carte infinite. Pas du tout. C'est une carte Conto avec une petite application qui va vous permettre déjà d'éviter toutes les avances de frais que vous aurez à faire. Ensuite, on travaille, on n'a pas fini le boulot, on en parlera au bureau exécutif la semaine prochaine, sur la dotation départementale pour chacune et chacun d'entre vous. Moi, j'ai voulu qu'elle soit revue en profondeur, parce qu'elle était forfaitaire sur des critères qui ne me semblaient pas tout à fait adaptés. Il y avait d'abord des différences entre des gros départements de 2 millions d'habitants et d'autres départements de 2 millions d'habitants, qui ne me semblaient pas tout à fait logiques. Et puis il y a des différences de situation. Différences de situation politique. On ne fait pas, pour l'animateur, le responsable, le comité local, le travail de la même façon dans un territoire où il n'y a pas de parlementaire, par rapport à notre département. Il y a 17 départements français qui n'ont aucun parlementaire. Le travail, la visibilité est forcément beaucoup plus difficile. Alors c'est pas toujours facile d'avoir 10 parlementaires sur le dos. Je le sais aussi. Mais on y reviendra, ça faut le compenser par l'énergie, pas par le pognon. Mais j'y reviendrai. Mais du coup, on a voulu prendre en compte cette dimension-là, la population générale aussi. L'étendue géographique, c'est évidemment un facteur qu'il faut arriver à prendre en compte. Et puis, les résultats électoraux. C'est-à-dire que j'ai demandé aussi qu'on travaille sur les détations en prenant en compte les résultats électoraux de la France Insoumise et du Front National. On ne combat pas de la même façon dans des départements où nous n'avons pas de parlementaires, il y a un très haut risque de Front National pour les prochaines municipales, et donc la proposition qui nous sera faite, c'est une dotation qui fait que personne ne perdra, parce qu'on augmente fortement la dotation directe au territoire à plus de 1 200 000 €, mais au-delà de ça, vous ne perdrez pas, mais on veut essayer d'avoir une approche la plus ciblée possible. Je vous l'ai dit, c'est pas par générosité d'abord si on vous donne de l'argent, c'est vraiment pour vous inviter à bosser. C'est pour faire en sorte que vous assumiez ces missions, ces responsabilités qui sont les vôtres. Vous êtes des mobilisateurs, vous êtes les gardiens du temple de la République en marche. Les référents départementaux sont les seuls que nous avons nommés, et là encore on est en train de revoir le process de nomination pour faire en sorte qu'ils soient portés politiquement de façon plus efficiente encore. Et les référents départementaux sont les seuls qui, sur les territoires, parlent au nom de la République en marche. Le député a toute légitimité, le sénateur a toute légitimité, mais ce n'est pas la légitimité de celle de la République en marche. Celle de la République en marche, c'est vous qui la portez. Et vous la portez en mon nom. Et donc, du coup, vous devez la mesurer à chaque fois que vous l'utilisez avec la plus grande exigence, parce que votre parole, elle est forcément plus forte, parce qu'elle nous engage. Vous êtes ces porte-parole du quotidien sur les territoires et il faut là-dessus qu'on vous accompagne et que vous soyez très sensibilisés et très mobilisés. Vous êtes au fond nos préfets dans nos départements. J'ai vu ça dans un article de presse.
Je ne sais pas si l'idée est venue d'ici ou pas, mais je trouve que l'idée est assez séduisante de se considérer effectivement comme des préfets de département. Un préfet, il n'a pas vocation à chercher à briller pour briller, il a vocation à être efficace. Il a vocation à être celui qui met en œuvre la politique globale définie par le gouvernement. La petite différence entre vous et un préfet, c'est qu'un préfet, on ne lui demande pas, j'en ai là qui connaissent bien la règle, on ne lui demande pas ses opinions politiques, on lui demande de mettre en œuvre celles des autres. Et ça s'appelle la continuité de l'État et ça a de vraies vertus. Mais du coup, je crois que vous êtes ces préfets-là, mais des préfets qui devaient devenir de plus en plus visibles, de plus en plus incontournables. Et donc il faut pour cela que le QG soit à votre service avec des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens d'information, de formation. Et on va faire là aussi cette année un effort particulier sur cette dimension-là, pour faire en sorte que vous puissiez accompagner, vous engager, porter vos projets citoyens, vos projets territoriaux le mieux possible. Vous avez aussi la responsabilité de gérer, comment tu as dit hier Pierre, quand il y a des difficultés, en gros de gérer les merdes. Parce que ça, il y en a tout le temps. Moi, j'étais maire pendant pas mal de temps, j'avais théorisé le fait qu'il y en avait une par jour. Et sérieusement, il y en a toujours une par jour. Des fois, c'est un gros truc qui va vous prendre 3 heures d'énergie parce que c'est un gros truc. Des fois, c'est un tout petit truc, mais ça va prendre 3 heures aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de graduation sur ce sujet-là. Je ne peux pas reprendre le mot 3 fois, mais aujourd'hui, vous en avez presque tout le temps. C'est ce qu'on appelle, quand on veut faire politiquement correct, des irritants, des difficultés relationnelles, on peut appeler ça avec tous les mots qu'on pense. Quoi qu'il en soit, c'est des moments de mobilisation qui ne sont pas forcément évidents, et sur le terrain, vous en avez de nombreux. Et donc là aussi, il faut que vous puissiez vous appuyer et être accompagné à la fois par le coordinateur régional, à la fois par l'équipe du QG, à la fois par les cellules de médiation qui est mise en place, et si nécessaire, par la commission des conflits, qui peut être saisie par le bureau exécutif. J'ai demandé sur ces sujets, et sur le dernier en particulier, une accélération du process. Beaucoup de comités locaux en sommeil, mais toujours en activité, beaucoup de tensions à tel endroit ou à tel autre. Maintenant, il y a une gouvernance politique sur la République en marche autour du Burex, avec des délégués thématiques, on en a parlé hier, vous les connaissez je pense aujourd'hui, sinon vous partirez avec la liste précise. L'idée c'est qu'ils aient ce rôle d'animateur de l'équipe du QG pour aller avec nos différents outils, la médiation, la commission des conflits, le plus vite possible sur les sujets. Mais le plus vite possible, ça ne veut pas dire aller trop vite. Je sais que des fois, quand l'irritant est vraiment casse-pied, on a envie de virer l'irritant très très vite. Mais il faut aussi, parce que c'est nous, il faut aussi veiller à prendre le temps de l'échange, de la discussion, du contre-ordre quand c'est nécessaire pour pouvoir appréhender la réalité au fond de ces différences-là, de ces oppositions. Et c'est pas celui qui parle le plus fort, c'est pas forcément celui qui a le grade le plus élevé, et encore moins celui qui est rentré il y a plus longtemps à la République en marche qui va avoir raison. C'est celui qu'on aura écouté, entendu, et pour lequel il faut qu'on apprécie, au fond, s'il est utile au mouvement, et donc s'il est utile à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc ça, là-dessus, il faut que vous puissiez vous appuyer sur chacune et chacun, chaque fois que vous avez rencontré des problématiques, qu'on puisse les expertiser par rapport à nos statuts, mais aussi, c'est votre boulot. C'est-à-dire que quand vous avez une difficulté, le mieux, c'est qu'on n'en entende pas parler nous. C'est quand même le mieux. C'est-à-dire que vous avez appréhendé la difficulté et que vous êtes en mesure, par votre positionnement, de la gérer. Chaque fois que vous arriverez à la gérer, c'est bon. Hein. Surtout, vous ne m'en parlez pas, c'est parfait. Et vous n'en parlez pas à Pierre, même si Pierre, vous pouvez quand même en parler. Mais au fond, voilà, ne négligez pas ça. Vous avez ce pouvoir-là. Parce que les préfets, ils ont aussi cette forme d'autorité nécessaire. L'autorité n'étant jamais l'autoritarisme. L'autoritarisme est toujours un échec. On l'a vu, hein, y compris quand c'est au sommet de l'État que ça peut se pratiquer, je ne parle pas de l'actuel chef de l'État, mais ça peut se pratiquer, on voit comment ça vous contraint et ça vous conduit dans l'impasse, ça vous contraint à l'échec. Voilà. Par contre, l'autorité, c'est une vraie arme. L'autorité, elle n'est pas naturelle. Elle implique d'être stabilisée dans le poste où on est, et ça, c'est notre rôle à nous, c'est mon discours, c'est le fait qu'on vous rassemble aujourd'hui, qui doit vous conforter dans cette légitimité-là, mais c'est aussi votre travail, votre propre parcours, votre propre autorité, vos propres qualités, vos propres défauts, votre part de doute. J'en parlais hier, je ne vais pas en reparler aujourd'hui, mais tout ça fait ce que vous êtes, mais fait aussi la fonction que vous portez. Et donc il faut trouver ce point d'équilibre, ce n'est pas toujours évident. Pour cela, pour conforter votre autorité, allez à la rencontre des élus. Vous êtes effectivement légitime, je vous le dis, pour aller à la rencontre des élus, quels qu'ils soient, les élus républicains, les élus qui aujourd'hui sont en responsabilité.
Allez mieux que ça, non pas à la rencontre de vos parlementaires et de nos parlementaires de la majorité, mais travaillez tout le temps avec eux. Je vous le dis, le sentiment que j'ai eu quand j'ai pris mes responsabilités, c'est que on avait plein de cercles sur lesquels il y avait de l'action, mais que les cercles se croisaient assez peu. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les cercles d'action de la République en marche au sens le plus large se croisent au maximum. C'était vrai sur plein de sujets. Je vous en donnais un. Par exemple, le porte-parole du gouvernement faisait des éléments de langage. Le mouvement faisait des éléments de langage. Et puis, le groupe, ou les groupes, à l'Assemblée et au Sénat, faisaient aussi des éléments de langage. Généralement, c'était les mêmes. Ça, c'est la version positive. Quand ça n'était pas tout à fait les mêmes, c'est un peu la version négative. Mais au fond, est-ce que ça sert de faire 3 fois les éléments de langage? La réponse est non. Donc on a fait un gros travail pour faire en sorte qu'on puisse avoir une unité de production, parce que comme ça, on travaille 3 fois moins en volume. Et ça peut permettre de dégager du temps pour faire autre chose. J'ai eu le sentiment que quelquefois, le QG travaillait aussi un peu sur lui-même, et pas forcément vis-à-vis des territoires qui travaillaient aussi sur eux-mêmes. J'ai eu le sentiment quelquefois que les territoires travaillaient sur eux-mêmes, et pas les parlementaires, pas avec les parlementaires. Les parlementaires travaillaient aussi sur eux-mêmes. Encore quand ils travaillent ensemble dans un département et qu'ils se parlent, c'est pas partout le cas. Donc notre objectif doit être systématiquement de mettre du lien, de faire en sorte que ces différents cercles puissent se rapprocher. Ils n'ont pas vocation à se superposer, ils ont vocation à se rassembler à certains moments. C'est la théorie, il y a quelqu'un qui avait très bien théorisé ça, qui s'appelle François Mitterrand, la théorie des cercles concentriques. Personne ne savait quel était dans notre cercle avec François Mitterrand. Ça, c'était une stratégie, c'est pas forcément la nôtre. Mais une chose est sûre, c'est que c'est celle qui doit permettre de croiser les énergies, tout ça dans cette idée un peu de pousser le mouvement, de pousser la France vers plus d'action. Et ça, c'est un vrai enjeu. Donc, allez à la rencontre des élus. Prenez position sur des sujets locaux. Vous prenez votre risque en prenant position. Peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec vous, peut-être que si ça nous remonte au siège, on dira, bah, franchement, Benoît Gauvon, il a dit une connerie. Mais bon, ben voilà. Mais prenez vos risques. Franchement, moi je ne vous reprocherai pas, c'est une grosse bêtise, mais je ne vous reprocherai pas de prendre vos risques. Mais chaque fois que vous êtes interrogé sur un sujet où vous savez quelle est la sonorité politique qui sort du mouvement, qui sort du gouvernement, qui sort de la parole d'Emmanuel Macron, soyez à l'aise. Et je vous le dis, la part de doute que j'évoquais, elle n'est neutralisée que par la prise de risque. Et donc là-dessus, personne ne vous reprochera de faire. Moi, je vous reprocherai de défaire, et je vous reprocherai de ne rien faire. Par contre, si vous faites, il y a une part de risque, et on sera à vos côtés pour vous accompagner sur ces questions-là. Je pense que c'est important. C'est important parce que c'est cette transformation nécessaire par les territoires. Mais si vous prenez un risque seul, si vous prenez un risque sans avoir parlé à personne, si vous prenez un risque, vous avez le sentiment qu'il est quand même un peu borderline, il est juste sur le fil du rasoir. Là, vous augmentez la probabilité de vous faire engueuler et de créer de l'attention. Donc la prise de risque, c'est aussi celle qu'on partage. C'est celle qu'on évoque avec le parlementaire de la circonscription si je veux évoquer tel ou tel sujet sous la municipalité quand il a été le maire précédemment. C'est celle que j'évoque avec les membres du bureau que j'ai partagé autour de moi. C'est celle que j'évoque avec un expert. C'est celle que j'évoque avec un relais, un contact, un sous-préfet que je connais, que je peux tester. Chaque fois que vous aurez l'occasion de déminer, de ne pas vous précipiter, votre risque diminuera d'autant. Ça, c'est un peu l'expérience qui vous fait faire ça. Donc n'hésitez pas aussi, dans une prise de risque, à la partager. Et si en plus, du coup, vous vous faites engueuler, vous serez plusieurs à vous faire engueuler, ça permet de baisser la tension. Donc c'est très pragmatique ce que je vous dis, mais surtout n'hésitez pas à faire cela. Ce que je souhaite à la fin de cette journée, et en a l'occasion, je viendrai plusieurs fois vous voir dans la journée, c'est que vous puissiez avoir des outils pour vous aider à garder en tête et avoir cette approche pragmatique de votre rôle, sans dogmatisme. Pourquoi je veux que vous soyez armés? Parce que vous êtes mes envoyés. Le possessif n'est pas prétentieux, mais je pense qu'en politique, il faut incarner les choses. Et que si vous m'avez confié cette responsabilité à la tête de la République en marche, c'est justement pour incarner. Et donc, je vais dire, parce que vous êtes mes envoyés sur le terrain. Et que le mouvement a besoin de se structurer sur le terrain pour lui. Il a besoin de se structurer sur le terrain pour préparer les futures échéances électorales. Là-dessus, quelques mots. Restez ouverts. Les marcheurs qui vous rejoindront demain sont autant légitimes que ceux qui sont là en ce moment, que ceux qui sont arrivés au mois de septembre, au mois de juillet, au mois d'avril. Je fais partie des privilégiés qui peuvent vous dire « moi j'y étais au début ».
Je ne sais même pas à quand je peux situer le début de l'aventure avec Emmanuel Macron. Je sais qu'on n'était pas très nombreux. Alors il y a vraiment un truc qui m'exaspère, c'est celui de temps en temps, quand je vais sur le terrain, d'entendre « Ah ouais, mais moi j'étais là en avril, hein. Toi t'es arrivé en mai. » Ouais, effectivement. Vous savez, moi le pire qui m'est arrivé, c'était en mai, quand j'ai vu un type que je n'avais jamais vu pendant la campagne devenir Premier ministre. Vous imaginez comme je me suis méfié, et pire, depuis, je trouve qu'il est bon. Comme quoi, voilà, et lui, il est arrivé en mai, et il est même arrivé après. Et pourtant, c'est le patron de la majorité. Et donc, je blague évidemment sur Édouard Philippe. Mais pour vous dire que, voilà, il faut intégrer ça. Je sais que c'est possible. Je sais que ces mains tendues sur le territoire, elles peuvent vous bousculer. Elles peuvent même vous surprendre. Moi, des fois, elles me surprennent. Quand je petit déjeune avec Christian Estrosi, à l'aéroport de Nice, avoir fait un dîner avec le CRIF. Après, la veille, avoir participé au congrès du MoDem et l'élection de François Bayrou. Et avoir, dans la même semaine, le jeudi soir, dîner avec le board de Pierre Gattaz au MEDEF, au siège du MEDEF, je peux vous dire que ma vie a changé. Mais au fond, je m'en fiche un peu qu'elle ait changé. Ce qui compte, c'est que j'ai rencontré le board du MEDEF qui me dit écoutez, ce que vous faites pour les petites entreprises, c'est essentiel. Nous, on n'en avait pas besoin de vos ordonnances. Et 94% des petites entreprises, elles en avaient besoin, vous l'avez fait, merci. Ce qui compte, c'est que quand je vais au dîner du CRIF, les gars, ils nous disent vous avancez dans le bon sens à travers l'émancipation pour favoriser le vivre ensemble. Et c'est le vivre ensemble qui permettra d'éviter qu'un enfant de 8 ans se fasse agresser, comme c'était le cas cette semaine dans le Val d'Oise. Au fond, on fait notre boulot. Quand je rencontre le MoDem, qui a longtemps été un adversaire politique pour moi dans mes combats, et dont je n'ai pas toujours compris la ligne franche, directe, de l'engagement politique. Et quand je les entends dans cette volonté de nous accompagner, d'accompagner le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, dans ce plan de transformation, je me dis que finalement on atteint nos objectifs. Et quand je rencontre Christian Estrosi, des potrons minés à l'aéroport, et qui me dit, mais moi je peux amener ces maires qui ont compris que le dépassement politique, c'est au fond ce qu'on fait, et qui me dit, putain, qu'est-ce qu'on s'est planté, parce qu'il me mettait dans l'eau, non, mais lui, oui. Et ben voilà, je me dis qu'effectivement, nos vies ont changé, que ça se transforme. Mais si je vous raconte cette anecdote, ces anecdotes ne sont pas, mais c'est juste pour vous dire qu'au fond, dans un système qui change, nous devons être ceux qui accompagnons le système qui change. Et des fois, ça va nous bousculer. Des fois, ce maire qui nous rejoint, il a été un adversaire politique. Mais au fond, c'est la logique du dépassement politique qui a porté Emmanuel Macron à la victoire présidentielle, qui a porté 314 députés à l'Assemblée nationale et qui fait ce que nous sommes dans notre capacité à agir. Et donc ne négligez pas cela. Et ce que je vous demande pour les élections municipales, c'est de ne partir avec aucun présupposé. Même à Lille, aucun présupposé. Nous devons diagnostiquer l'état de l'action municipale dans la commune sur laquelle on peut travailler. Nous devons évaluer la capacité des femmes et des hommes qui conduisent cette action municipale à pouvoir demain travailler avec nous. Et si nous considérons qu'on peut travailler avec eux, on doit leur tendre la main. S'ils ne la veulent pas, on s'organisera. Si nous considérons qu'on ne peut pas travailler avec eux et qu'on ne doit pas travailler avec eux, il y aura de nombreux cas comme cela, on s'organisera. Et on ne s'organisera pas en disant, parce que tu as créé ton comité local au mois de septembre, tu es prioritaire sur celui qu'il a créé au mois d'octobre. On s'organisera en construisant un projet pour l'avenir. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Et c'est comme ça que la République En Marche veut structurer le territoire à travers des identités, Action Talent, à travers des actions citoyennes, à travers la réalité de l'ancrage. Arrêtons de penser qu'il y a un référentiel idéologique qui permettrait d'être un bon maire ou pas. Moi, le dernier grand investissement, j'en ai lancé deux, les derniers que j'ai lancés dans ma commune de Forcalquier, c'était une crèche, et c'était la restauration de la tour médiévale, parce que oui, Forcalquier était comté de Forcalquier, c'était super important. Bon, j'ai du mal à localiser dans ma géographie politique si la tour médiévale, je la situe plutôt à droite ou à gauche. C'est un peu du conservatisme, ça pourrait être de droite, après c'est un peu du patrimoine, ça pourrait être de gauche. En gros, j'ai du mal. Et ma crèche, c'est à peu près la même chose, parce que de toute façon, dans une commune de droite ou dans une commune de gauche, elle est de toute façon référencée à la CAF et les tarifs sociaux s'appliquent à tous. En vous racontant cela, je vous parle de ce lien que j'ai pu avoir avec Édouard Philippe, et qui s'est très vite constitué.
en 10 minutes dans son bureau, tout simplement parce qu'il était maire, j'étais maire. Et que du dépassement politique, quand vous êtes maire, vous le faites tous les jours. Comme certains font de la prose en se levant, ben là c'est le cas. Et au fond, c'est ça qu'on doit évaluer, constituer. Et donc ça implique, pour exister, pour gagner, de construire ce projet politique. Ça implique, pour être un candidat légitime, d'exister sur son territoire. Et je vous le dis, autant une étiquette politique peut faire de vous un député. Ça a été le cas. Je suis convaincu que la plupart des députés pensent qu'ils ont été élus grâce à eux, moi aussi d'ailleurs. Je peux vous dire que si j'avais été candidat du Parti Socialiste dans ma circonscription, j'aurais fait 12 à 15%. Franchement, hein, et parce que je suis super fort et que grâce à moi, j'avais au moins 5 points perso. Et 5, pas plus. Hein. Donc je serais passé de 8 au IPS à 12, 13%. C'est ça la réalité politique. J'ai fait 44% au premier tour. Peut-être que j'étais un peu aidé par mon positionnement auprès d'Emmanuel Macron et par la victoire d'Emmanuel Macron. Des fois, ça me traverse l'esprit. Et au fond, ce qu'on a réussi, parce qu'on avait besoin de passer en force au moment des élections législatives pour donner une majorité claire, nette, précise, je rajouterai sécurisée, on ne sait jamais, au président de la République, au gouvernement, ça n'est pas la même chose pour une élection municipale. Regardez les quelques partiels qu'on a eus, le beau t-shirt En Marche ne fait pas gagner une élection municipale. Et donc c'est vraiment par la construction. Donc d'abord l'analyse, ensuite les positionnements, après la construction et l'investissement personnel de ceux qui doivent être les leaders. Et c'est cette anticipation que je vais vous demander de faire dans les mois qui viennent. Parce que moi je veux une photographie claire, commune par commune. Pas toutes, mais presque toutes. Commune par commune pour toutes les communes importantes de France. Et c'est ce que vous devez faire à travers les comités politiques. Vous devez commencer à anticiper commune par commune, celles et ceux avec qui on doit pouvoir travailler, celles et ceux avec lesquels il faut mettre une petite pression et le national peut vous aider, celles et ceux contre lesquels il faudra préparer une alternative politique. Et ensuite, vous déciderez, et ce n'est pas nous qui le déciderons, vous déciderez comment vous vous organisez. Évidemment, sur les 300 plus grandes communes de France, on regardera avec Pierre, avec intérêt, attention, et peut-être quelquefois un peu d'interventionnisme, on ne sait jamais, mais on regardera ça. Mais c'est vous qui avez la main pour préparer et commencer ça. Et n'hésitez pas à échanger les uns les autres sur ce sujet. Et donc je vous propose un cadre, une méthode, des actions qui permettent d'incarner ce que nous sommes, c'est-à-dire le dépassement politique, mais aussi l'élargissement politique. Un mot sur ce sujet. Depuis que j'ai pris ces responsabilités, je travaille beaucoup à l'élargissement politique. On a une belle majorité, ça ne suffit pas. Le combat politique de fracturation de la droite, et on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont restés dans la droite des Républicains avec Laurent Wauquiez et qui ne sont pas forcément à l'Est. Ce travail de fracturation, nous devons le poursuivre pour renforcer la majorité présidentielle. Et ça vaut aussi sur notre aile gauche. Parce que le barycentre du mouvement, il est toujours sur cette capacité à rassembler des femmes et des hommes qui viennent de nulle part, qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche. Et c'est plus difficile aujourd'hui du côté de la gauche parce qu'il y a peu de lisibilité d'interlocuteurs avec lesquels on doit travailler, mais ça doit aussi faire partie de nos objectifs, y compris pour préparer les municipales, je vous le dis. L'élargissement, le déplacement, ça fait partie de ce que nous sommes de façon constante et que nous devons poursuivre pour aller jusqu'au bout. Vous avez entre les mains un joyau brut, c'est le mouvement, ce sont les 400 000 adhérents, c'est ces 100, 150 personnes qui nous rejoignent, que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas non plus, dont on ne sait pas forcément toujours ce qu'ils veulent. Mais il n'empêche qu'ils sont là. C'est un joyau brut. Il faut en faire quelque chose, il faut le façonner. C'est le travail du diamantaire. Vous êtes des diamantaires sur ce sujet. Vous allez travailler sur la plus petite pièce, mais qui n'est pas forcément celle qu'on offre au plus mauvais moment, et qui n'est pas forcément celle qui impressionne le plus. Il n'empêche, elle est essentielle. Et donc je pense que vous avez cette capacité à préparer les succès de demain. De toute façon, le futur il est entre deux mains. Je suis incapable, au siège, de façonner cette terre. Totalement incapable. Si vous n'étiez pas là, si vous n'êtes pas là, je n'y arriverai pas. Et donc il est essentiel que vous puissiez être mobilisé, que vous puissiez porter cela, que vous puissiez râler quand c'est nécessaire et être entendu quand vous avez envie de râler, mais pour qu'on puisse ensemble traiter les problèmes. Ne nous inquiétons pas du fait que certains d'entre nous, parce que c'est un accident de vie, parce que c'est une évolution professionnelle, parce que c'est un choix, parce que c'est une divergence, puissent nous quitter. C'est pas grave, c'est la vie. Évitons juste qu'on se quitte en se fâchant à coup de communiqué de presse, mais n'hésitons pas aussi à poser des problèmes.
C'est jamais une difficulté. Vous savez, il n'y a pas d'échec dans la vie, si ce n'est ceux qu'on n'assume pas. Par contre, apprendre de ces échecs, c'est essentiel. Le mouvement connaît des accidents. Vous connaîtrez sur vos territoires des accidents. Assumons-les, parlons-en et réglons-les, chaque fois le plus en amont possible. Parce qu'à un moment donné, on chemine différemment. Et franchement, c'est pas grave, c'est la vie. Il y a des choses plus essentielles dans la vie que celles de nos propres engagements, de nos propres actions. Par contre, il y a quelque chose qui nous dépasse tous, c'est le mouvement dont je parlais tout à l'heure. La République en marche, le mouvement de transformation de la France. Cette direction qui est en train de pulser à la France. Et nous devons, nous, juste être toujours ceux qui mettons de l'huile dans les rouages, parce que celui qui fait tout le boulot, il est quand même en train de rentrer du Sénégal. Et celui qui fait tout le boulot, c'est celui qui donne le sens de notre action. Nous sommes une petite puissance d'énergie à notre place qui permettent de faire avancer tout ça. Voilà, vous allez avoir une journée de travail pour rentrer dans l'opérationnel, pour porter ces politiques, pour, dans les ateliers, vous armer chaque fois que c'est nécessaire. Un seul mot d'ordre, sortez toujours de votre zone de confort. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Un mot rapide avec Jeanne qui nous a largement aidé à concevoir toute la journée avec toutes les équipes du pôle territorial du pôle formation pour vous présenter cette journée. Vous savez, vous avez 4 missions: animation des comités locaux, médiation, porte-parole et la mission politique dont parlait Christophe. Et c'est le sens qu'on a donné à cette journée à travers des ateliers de travail, des moments de séance plénière. Je passe la parole à Jeanne pour présenter ce programme. Je vais le faire défiler. Merci Mathieu, très rapidement, je suis très heureuse de vous voir tous. Effectivement, sur toutes ces missions, le pôle formation est là pour vous accompagner via ces séminaires, mais aussi en continu. Petite parenthèse, il y a une grosse vingtaine d'entre vous qui ont participé à un programme d'accompagnement individuel. Il a vocation à être généralisé et l'idée c'est qu'on puisse vous accompagner aussi de manière individuelle en fonction des spécificités de vos territoires et de votre parcours, tous d'ici la fin de l'année. Alors peut-être un petit mot de posture avec ma casquette de formatrice. Aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel que vous laissiez de côté autant que faire se peut, autant que c'est possible, vos soucis organisationnels, vos préoccupations logistiques, pour vous concentrer vraiment sur les enjeux politiques. Et on a vraiment conçu toute cette journée comme ça. On a choisi un programme qui est à la fois descendant, mais à la fois aussi avec des ateliers, parce que la formation, évidemment, c'est pas seulement la transmission, c'est aussi l'échange. On est, comme vous le savez, un mouvement qui s'est constitué sur la co-construction, sur l'intelligence collective, et évidemment, ça s'applique à la formation, et a fortiori, ça s'applique à vous qui êtes majeurs dans le mouvement. On aura, grosso modo, sur ces missions politiques, 3 sous-thématiques. D'abord, votre ancrage territorial et les relations avec les élus, avec une présentation sur le financement des collectivités territoriales, qui sera faite par le député Jean-René Cazeneuve. On aura aussi un atelier qui sera clairement concentré sur vos constitutions des comités politiques et vos relations avec les élus locaux. Et puis on aura la chance de recevoir le secrétaire d'État Julien de Normandie qui nous parlera de cohésion territoriale, un enjeu aussi majeur pour vos relations avec les élus. La chance pour Julien, vous verrez après. Ça, je dis rien. Deuxième sous-thématique, c'est la construction des messages politiques. Ce sera présenté par Laetitia et on aura un atelier de méthodologie en sous-groupe qui sera là aussi essentiel pour vous permettre de construire ces messages politiques. Troisième sous-thématique, évidemment, c'est les actions du premier semestre et comment est-ce qu'elles s'intègrent dans cette feuille de route politique. Voilà, je laisse la parole à Pierre Persson qui va vous présenter vos grandes missions et vos grands défis. Une bienvenue toute particulière donc à notre nouvelle référente de l'Essonne, Florence, et notre nouveau référent du Lot, Philippe, qui nous rejoint dans cette aventure et qui vont donc connaître à la fois les joies et parfois aussi les affres d'être référent. Alors, vous allez vous dire qu'est-ce que Persson il raconte ce matin, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes référents depuis déjà quelques temps. Il y en a qui nous ont en effet rejoints à partir du mois d'août, je crois, de la campagne présidentielle de 2016, qui fait partie des premiers référents. Puis il y en a d'autres qui ont succédé à des référents qui étaient en place, parfois après législatives, en tout cas au mois de septembre. Mais je voulais quand même revenir sur la mission des référents. Moi, je suis arrivé
me suis dit, bon, j'ai fait un constat. Je me suis dit, comment ça se passe? Ça faisait 6 mois que j'avais quitté le mouvement, je m'étais investi pleinement dans mon rôle de parlementaire, donc je suis revenu, j'ai discuté avec les équipes, et j'ai rencontré une première difficulté qui était celle du manque de communication. Et à tous les étages, hein, ça peut être à la fois au niveau QG, comme au niveau du terrain. Je me suis rendu compte en effet que ce que racontait très justement Christophe, à la fois les cercles concentriques viennent se croiser jamais, ou en tout cas trop peu, et que les territoires où ça marchait mieux, où il y avait une très belle dynamique, où il y avait une excellente entente, c'était là où en fait les différents interlocuteurs communiquaient entre eux. Donc, pour le rôle du référent, moi je vois 3 grandes missions. Déjà, le référent, c'est un acteur politique. Vous n'êtes pas élu, vous avez même été nommé par le QG, mais pour autant, votre rôle politique est immense. Parce que vous êtes le bras armé du QG, du mouvement, d'Emmanuel Macron, en fait, et de l'exécutif aussi, sur le territoire que vous représentez. Parce que vous incarnez une parole, parce que vous incarnez le programme que l'on porte, vous êtes donc en fait une entité politique. Et votre parole engage à la fois les élus qui font partie de votre mouvement, les référents, les adhérents, les animateurs locaux, mais aussi les autres référents sur un territoire donné. Et donc vous êtes là pour décliner et accompagner, à mon sens, la politique nationale au niveau local. Et on le voit dans ce que je disais hier soir, dans les départements où il n'y a pas eu pendant un moment un référent, eh bien, cette politique elle n'est pas incarnée. Vous n'avez par exemple pas d'expression dans la PQR. Et donc de facto, il y a toute une partie de la population et qui ne bénéficie pas de l'explication et de la pédagogie du programme que l'on porte. Vous n'avez pas d'activité des animateurs locaux, ou en tout cas ils se parlent beaucoup moins. Et donc votre rôle est clé là-dessus parce que vous êtes à mon sens le liant. Celui qui fait que entre un parlementaire, un élu local, un adhérent ou un animateur local, vous allez pouvoir vous parler. Et si vous avez une seule mission à mon sens, c'est celle de faire que bien, tout ça se connecte. Donc vous êtes un responsable politique, mais donc je le sais, vous êtes aussi le représentant du mouvement, parce que vous avez apporté la parole du mouvement. Je pense qu'il y aura un point qui sera fait là-dessus sur la communication, mais ça me paraît essentiel. Il y a des territoires où la parole politique, elle est portée, très bien. Vous avez une expression dans la presse, vous avez une expression à la télévision, sur France 3 par exemple. Et donc, la politique du gouvernement est relayée, l'identité du mouvement est expliquée, et vous avez aussi vous donner les moyens pour attirer de nouveaux adhérents. Et donc, sur ce point de vue-là, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour utiliser l'arme qui est la PQR. Tout simplement parce que la PQR, à mon sens, c'est un des moyens les plus efficaces pour toucher les citoyens dans vos départements, parce que généralement, et on le voit dans les chiffres, c'est pas dans le Figaro qu'on arrive à toucher massivement. Par exemple, Ouest France est une arme bien plus efficace pour véhiculer des informations, faire la pédagogie d'un texte que le Figaro, parce que c'est beaucoup plus lu, c'est beaucoup plus diffusé. Voilà. Et puis, à mon sens, le troisième point le plus important, c'est d'être un manager. Un manager, c'est quoi? Eh bien, c'est fédérer autour de soi une équipe qui vous permet aussi de ne pas être seul. Parce que j'en ai bien conscience que les journées font que 24 heures, que c'est un job quasiment à plein temps d'être référent et que vous cumulez ça souvent avec une activité professionnelle. Et donc il faut savoir, à mon sens, un maximum déléguer, s'entourer. Comme Christophe l'a fait avec le bureau exécutif, parce que tout seul on ne peut pas simplement porter l'intégralité des missions. Eh bien il faut que vous aussi, vous sachiez dans vos équipes au mieux vous entourer, si ça a déjà été fait, hein, je le sais bien, mais notamment pour les équipes qui vont se constituer avec les nouveaux référents, il faut que vous choisissiez au mieux les animateurs locaux, les cadres, qui aussi vous épaulez, parce que tout seul, globalement, vous n'arriverez pas à porter toute la problématique et en tout cas toutes les activités du référent. Donc en ce sens, vous êtes un manager.
j'aimerais juste vous dire un mot sur l'écosystème. Alors l'écosystème c'est un grand mot, mais c'est surtout qu'à mon sens, le mouvement, ça va être la pierre sur laquelle se reposera, à mon sens, même l'exécutif lorsque tout ira mal. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, et moi je ne souhaite pas être un oiseau de mauvais augure aujourd'hui, mais on est extrêmement haut dans les sondages par rapport à ce qu'on a pu voir, on est même remonté, ce qui ne s'est jamais vu. Mais j'ai aucunement, enfin je suis certain, en tout cas, j'ai aucun doute, que ça ne sera pas toujours le cas. Et dans les mois qui vont venir, et même dans les années qui vont venir, il y aura des périodes de creux. Il y aura des périodes où, à mon sens, la politique que l'on va mener ne sera pas toujours comprise. Il faudra donc toujours expliquer encore plus. Il y aura des périodes où il y aura des couacs, parce que parfois l'agenda politique fait qu'il y a une suite d'incidents qui teintent un peu l'actualité politique. Et donc, ça sera le mouvement qui sera le point de résilience nécessaire pour que tout ne dégradole pas. Parce que quand tout va mal au niveau de la politique nationale, c'est la structuration locale qui prend le pas, c'est la structuration locale qui permet d'expliquer sur le terrain la politique menée, de continuer à faire la pédagogie, qui permet aussi de continuer à recruter, à fédérer. Et donc, s'il n'y a pas de construction au niveau local, la prochaine élection nationale que nous perdrons, nous serons morts, tout simplement. Le mouvement d'Emmanuel Macron n'existera plus. Parce que ce qui fait qu'un parti et un mouvement s'intègrent et est résilient, c'est son implantation au niveau local. Et donc son implantation au niveau local, c'est une relation avec les corps intermédiaires. Comme vous êtes l'autorité politique sur un département, avec bien entendu les élus, mais que vous incarnez cette force du mouvement, vous devez communiquer avec les corps intermédiaires. Le corps intermédiaire, je mettrais tout, à la fois les acteurs institutionnels que peuvent être les syndicats, salariés, les CCI, le MEDEF local, mais aussi il faut intégrer la dimension associative. Je ne vais pas reprendre notamment des exemples qui sont très lointains et que je n'ai pas même connus, mais si par exemple vous prenez le PCF des années 70, sa grande force c'était son implantation dans les associations. Et je ne vous dis pas d'aller faire de l'entrisme dans les associations pour faire de l'entrisme, mais simplement, aujourd'hui, il faut être conscient que le mouvement En Marche ne peut pas simplement être auto-centré. Tout comme lorsque vous allez animer votre territoire, faites attention à une seule chose, un indicateur, c'est est-ce qu'on attire de nouveaux adhérents, tout simplement. La grande force de la campagne présidentielle, c'est qu'on n'avait rien besoin de faire pour attirer de nouveaux adhérents, tout simplement. Donc, je veux dire que c'était même la première force du mouvement. On pouvait aller dans les médias et dire vous voyez, c'est 70% de gens qui ne sont jamais engagés. C'est à peu près le chiffre. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous allez dans les comités locaux et vous vous rendez compte que souvent, les gens qui participent aux comités locaux, ce sont aussi ceux qu'on a attirés pendant la campagne présidentielle. Donc il y a un grand enjeu, c'est celui de continuer à communiquer vis-à-vis de l'extérieur. Parce que l'entre-soi, c'est vraiment une problématique du quotidien que l'on doit dépasser. Et pour ce faire, c'était mon pont entre les deux, c'est qu'il faut intégrer aussi des gens qui ne nous sont pas directement favorables. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui vous diront mais la politique menée par le gouvernement, notamment sur les emplois aidés, moi je suis contre. Et ce que vous faites là, vous détruisez le tissu associatif. Mais pour autant, vous pouvez tout à fait les intégrer dans votre dialogue local. Vous pouvez tout à fait essayer aussi de les intégrer pour faire profiter à vos adhérents de leur expérience. Et puis ça vous permet aussi de l'autre côté de leur expliquer ce que nous allons faire sur les associations. Parce qu'il y a en effet les emplois aidés, mais il n'y a pas que ça. Et donc il faut créer les liens aussi avec l'extérieur. Et donc ces corps intermédiaires, ces syndicats, ces associations, elles nous seront indispensables si on veut gagner notamment au niveau local. Parce que comme vous le savez, comme Christophe l'a répété, autant moi, Jeunot de 28 ans, je suis arrivé sur une circonscription, j'ai battu Cécile Duflot, mais je suis bien conscient que c'est pas grâce à moi. Non, il faut le dire, il faut le dire, c'est la tête d'Emmanuel Macron qui m'a aidé, voilà. Et c'est Cécile Duflot qui m'a aidé, mais bon, ça c'est certain. D'ailleurs, je fais l'unanimité à chaque fois, au niveau des opposants politiques, de l'administration de l'Assemblée. Quand je leur dis, j'étais sur la circonscription Cécile Duflot, ils font « Ah, bravo, merci. » Alors,
Et puis, alors, donc, le dernier point, c'est l'écosystème, c'est la société civile. Alors, j'oublie un point quand même important, ce qui sont les acteurs de la vie politique. Parce que, et Christophe l'a répété, mais je vais le répéter, Christophe l'a déjà dit, les acteurs de la vie politique, donc les élus locaux, les parlementaires, c'est indispensable d'avoir des relations ténues avec eux. On ne peut pas considérer qu'on va pouvoir structurer le mouvement simplement avec des adhérents et que d'un côté vous avez, on va dire, les adhérents qui sont dans une attitude bienveillante, qui n'ont pas, comment dirais-je, de perspective politique, et puis les élus qui, de toute façon, ne sont que là pour conserver leurs gains, leur baronnie, et qui vont utiliser en fait de facto le mouvement pour asseoir leur position dominante. Non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on n'arrivera pas à faire sans les acteurs locaux que sont les élus locaux, qui aussi connaissent extrêmement bien leur territoire, il faut le dire. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'élus locaux, on a à peu près 1800 maires qui ont parrainé Emmanuel Macron, et il va falloir aller les réactiver. Parce que ces 1800 maires, on leur a rien communiqué depuis la campagne présidentielle. Tout simplement que la dernière chose qu'on leur a envoyée, hormis qu'on les a reçus à l'Élysée récemment, c'est une lettre paraphée par Emmanuel Macron, les remerciant de la confiance donnée et du parrainage donné à la présidentielle. Et donc ces maires-là, vous les avez sûrement vus sur le terrain. Mais aujourd'hui, ils vont être une source, un relais extrêmement précieux. Et ça ne sera pas obligatoirement nos candidats pour les municipales. Et il y a 36 000 communes, il va falloir compter sur les 1800 parrains qui nous ont aidés. Donc ces acteurs de la vie politique, à la fois les acteurs locaux, mais aussi les acteurs nationaux que sont les parlementaires, il va falloir que vous les utilisiez. Tout simplement, je vais reprendre, parce que je veux aussi en profiter pour remercier Mariana qui fait un boulot formidable, parce que moi, là aussi, la vie locale, je le vois vis-à-vis de ma relation avec ma référente. L'acteur national que je suis en tant que parlementaire, vous devez l'utiliser notamment pour vous permettre d'animer. C'est-à-dire que c'est pas à moi, en tant que parlementaire, d'animer ma circonscription, mon arrondissement, mais par contre, je peux, parce que le parlementaire attire, parce qu'il est aussi le relais, eh bien, faire à ce que vos événements, vous attiriez toujours du monde, notamment vis-à-vis de l'extérieur. D'ailleurs, on a fait un événement avec Mariana sur l'Europe, et il y avait, je pense, 20-30% d'adhérents qui n'avaient pas rejoint En Marche. Et ces 20 ou 30% d'adhérents, ils ne seraient peut-être pas venus si on n'avait pas fait cet événement, mais ils ne se seraient pas intéressés à la dynamique que nous allons mener pour porter un projet européen. Et donc il faut que vous utilisiez les parlementaires au mieux et que vous discutiez entre vous. Je pense que le parlementaire n'a pas la science infuse, mais au moins il peut aider aussi à vous expliquer ce qui parfois se joue au niveau national. Et quand vous avez un maire qui, soutenu par sa majorité, va faire par exemple un vœu de défiance à l'intention du gouvernement sur la politique nationale des emplois aidés, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller voir son parlementaire parce qu'il pourra peut-être vous aider, même vous donner des éléments clés pour expliquer la politique que l'on mène. Et à vous ensuite bien de faire un communiqué de presse en dénonçant la posture par exemple du conseil municipal, en disant mais voilà, le conseil municipal fait de la politique nationale alors que son rôle c'est de faire de la politique locale, d'aider les associations, et aujourd'hui il polémique à petits frais sur la politique menée par le gouvernement. Donc il faut que vous vous appuyiez aussi sur les acteurs qu'il y a autour de vous. Pour ce faire, je pense que le comité politique que l'on essaye de mettre en œuvre, et c'est pas l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, dans certains territoires, ça a créé quelques difficultés. Légitimement, parce que là où on dit le comité politique, c'est un référent, les élus, alors les parlementaires très souvent, mais dans les territoires, il n'y a pas de parlementaires, il y a aussi les élus locaux. Certains, légitimement, des animateurs locaux se sont dit mais on va parler politique dans ces comités. En fait, c'est pas pour moi. Et en fait, on me prive à la fois de la prise de décision qu'il pourrait y avoir dans les comités politiques et aussi de la discussion politique pour laquelle j'ai envie de faire part. Je pense qu'il faudra essayer d'ouvrir, parce que la discussion qu'il doit y avoir dans les comités politiques, c'est-à-dire de l'actualité politique, nous, toutes les semaines, on en fait au sein du bureau exécutif. Et c'est un point extrêmement important, parce que vous devez échanger politique au quotidien. Quand vous animez avec vos animateurs locaux la réunion d'animation, je ne sais pas, hebdomadaire ou enfin plutôt mensuelle,
Je présume qu'il faut... oui, je présume parce que 2 maires, ça fait beaucoup. Mais il faut que vous puissiez parler politique. Il faut que vous puissiez vous dire qu'est-ce qui a rythmé le mois que nous venons de vivre d'un point de vue local et d'un point de vue national. Et que vous puissiez échanger vos points de vue. Et que vous puissiez avoir aussi une ligne commune, une posture commune, parce que vous incarnez quelque chose au niveau local. Donc, les comités politiques, je ne dis pas qu'on y reviendra, mais on va peut-être essayer de réfléchir aussi comment on met en place une forme de stratégie via le comité politique et qui intègre tout le monde. Parce que je veux que dans ce mouvement, tout soit équilibré, qu'il y ait autant de considération pour l'animateur local, qui se déchire au quotidien et qui va donc mener et accomplir le projet, soit la consultation, soit la grande marche européenne au sein même de son comité, que les référents qui aujourd'hui chapeautent le tout et permettent d'incarner la voix du mouvement, que les élus locaux et les parlementaires. Donc il faut que dans une sphère, un cénacle, je ne sais pas, on y réfléchira, mais il y ait des prises de décision politiques pour un département et qu'on puisse aborder d'un point de vue stratégique ce que vont être les prochaines échéances nationales. Parce que ce n'est pas une commission nationale comme ça a été le cas pendant les législatives qui va décider des 36 000 communes. C'est pas possible. Si vous avez 36 000 têtes de liste, vous avez ensuite toute la liste qui en découle. Donc c'est juste impossible. Et donc mon propos, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui, il y aura en effet une commission sûrement qui tranchera pour les plus grosses villes. Mais tout le travail d'analyse, de se dire avec qui on peut travailler, avec qui on doit actionner. Ah, attention, il y a une fracture dans la majorité, on peut aussi investir cette fracture en disant voilà, on va soulever une problématique, on va rapatrier tel acteur qui aujourd'hui nous est plus ou moins proche, aussi pour partir sur la conquête municipale. Tous ces éléments-là, ça doit être réfléchi au niveau local. Parce que c'est pas le national, c'est pas le QG, c'est pas l'équipe territoire et politique qui aura la possibilité de faire ce travail d'analyse. Donc ça doit être au niveau du comité politique. Aujourd'hui, il y a 50% des comités politiques qui ne se sont pas réunis. Alors, parfois parce qu'il n'y a pas de parlementaires, parfois parce que le référent n'était pas nommé. Mais vraiment, si je peux insister là-dessus, c'est un point qui est essentiel. Et le comité politique, ça ne doit pas être quelque chose de fermé. C'est-à-dire que vous avez sûrement dû recevoir une note qui vous expliquait ce que c'était que le comité politique. Pour moi, le comité politique, c'est l'endroit où vous voulez parler politique. Mais pas que. Parce que je pense qu'il faut parler politique, en effet, dans d'autres réunions. Mais c'est l'endroit où vous devez quand même réunir tous les acteurs pour parler de la stratégie de votre territoire. Et pour lesquels il doit y avoir une entente. Parce que vous avez quand même un projet commun. Et se porter la parole. D'ailleurs, on va être amené les prochains mois à réfléchir à ce que c'est que le macronisme au niveau local. Je le dis parce que je ne sais pas ce que c'est que le macronisme au niveau local, et je pense qu'ici, tout le monde a peut-être des idées de ce que c'est que le macronisme au niveau local, mais globalement, le macronisme au niveau local, tous les maires que je suis allé voir pour les parrainages, ils me disaient, mais moi je faisais déjà du Macron avant l'heure. J'ai une majorité de droite, de gauche, la question, je vais prendre pour schématiser, mais du rond-point, c'est pas quelque chose de droite ou de gauche, le projet municipal, le vivre ensemble dans ma ville, c'est pas un projet de droite ou de gauche, ou en tout cas il y a peut-être des éléments structurants qui pourraient être à gauche, comme l'a dit Christophe, d'autres à droite, mais c'est pas essentiellement un projet qui est connoté. Et donc il va falloir aussi se dire qu'est-ce que c'est que de faire du Macron au niveau local. Et ça c'est à vous de l'imaginer. Parce que en fonction des différents territoires, vous direz la politique qui est menée aujourd'hui, c'est pas une politique qu'on veut. Je sais pas, ça peut être une politique sectaire vis-à-vis d'autres élus locaux, ça peut être une politique qui n'est pas du tout en face. Par exemple, je prendrais juste Béziers. Je sais par exemple que la politique qui est menée à Béziers, c'est pas la politique, c'est pas le macronisme au niveau local. Mais après, il y a des situations politiques dans certaines villes qui sont plus complexes. Et donc, ça sera à vous aussi de vous dire qu'est-ce qu'on veut incarner au niveau local et par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais en tout cas je pense que c'est un gros programme, et donc s'il y a un mot sur lequel aujourd'hui vous devez travailler, c'est communication et stratégie. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre. Pierre, tu l'as évoqué, mais un des sujets d'interrogation, un des sujets pour ne pas dire un sujet d'inquiétude, pour ne pas dire un sujet de contestation, c'est le financement des collectivités territoriales dans vos relations avec les élus locaux. Je suis sûre que ça a interpellé un certain nombre d'entre vous
d'ores et déjà. Pour en parler, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Jean-René Cazeneuve. Bonjour. Jean-René Cazeneuve, vous êtes député, vous êtes membre de la Commission des Finances, vous êtes membre du groupe de travail agriculture à l'Assemblée nationale, et puis vous êtes président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée nationale. C'est une nouvelle délégation dont vous nous direz quelques mots parce qu'elle est particulièrement pertinente dans l'approche territoriale de la République en marche. Et puis, vous avez été rapporteur spécial de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Donc, vous avez beaucoup de choses à nous dire. On va faire une intervention qui sera environ de 30 minutes. Mais il y aura un long temps d'échange. Ce que je vous demanderai, c'est de préparer d'ores et déjà vos questions en écoutant pour qu'on ait un échange extrêmement construit sur la deuxième partie de cette intervention. Je vous remercie. René. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis très heureux d'être là. Merci de cette occasion. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Pierre sur deux sujets. D'abord, moi, j'ai la chance dans le Gers de très bien m'entendre avec mon référent qui est là, Bertrand. S'il n'était pas là, je le dirais aussi. Mais si vous voulez, quand on peut dépenser toute notre énergie vers l'extérieur et pas vers l'intérieur, c'est formidable. Et quand je descends dans le Gers, toutes les semaines évidemment, je sais que je peux compter sur lui et qu'on va réfléchir ensemble dans le cadre du comité politique qui fonctionne chez nous. Ben voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour défendre En Marche dans le département et pas... alors, on a eu nos petits problèmes, on a eu nos frondeurs, etc. mais ça c'est maintenant derrière nous. Deuxième chose que je veux redire sur le point de Pierre, c'est l'actualité de la PQR. Alors, je vais vous lire la PQR du Gers, la Dépêche du Midi, qui est le journal local. Je vais vous lire le titre d'aujourd'hui. Budget, la charge du département contre l'État. C'est ça la une aujourd'hui de la Dépêche. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, Christophe vous a dit, lui, qu'il allait parler d'argent toutes les minutes et demie. Moi, je vais vous parler d'argent en permanence. Je suis désolé, alors c'est un peu rude hein, comme sujet. Je vais essayer de le rendre un peu vivant. Mais c'est presque aussi rude que France-Irlande cet après-midi. Alors, pourquoi c'est un sujet politique? Parce que vous avez certainement entendu dire... c'est toi qui l'as fait. Je vais le faire, je crois. Non, mais je vais avoir du mal à... Pourquoi c'est un sujet politique? Parce que vous avez certainement entendu dire que les collectivités étaient à l'os et que c'était insupportable et que l'État allait baisser de 13 milliards les dépenses pour les collectivités territoriales cette année, que c'était scandaleux, et que, etc., etc. Et pourtant, vraiment, hein, je peux vous le dire, nous sommes dans une situation extrêmement positive. Extrêmement positive. Pourquoi? Parce que là, je me place sur le niveau politique, et après j'essaierai de vous donner quelques éléments chiffrés. Mais sur le plan politique, le gouvernement précédent a massivement baissé les dotations aux collectivités territoriales. Donc, vous pouvez regarder les yeux dans les yeux tous les élus socialistes qui vous emmerdent et leur dire « Non, t'es gentil, d'accord ?» Mais vous avez baissé de 10 milliards l'argent, les dotations que l'État donne aux collectivités territoriales, et vous l'avez fait en 3 ans. Et nous, on les stabilise. Donc c'est bien une rupture par rapport à ce que fait le Parti Socialiste. Et puis vous avez les autres, là, les LR, les champions des territoires, les grands défenseurs, les communes, les élus ruraux, etc. etc. Vous entendez ce bullshit toute la journée. Et bien non, pourquoi? Parce que quand vous regardez leur programme, le candidat qu'ils ont soutenu, alors ils ont oublié qu'ils l'avaient soutenu, d'accord? Et c'était juste une hécatombe. C'était juste monstrueux ce qu'ils allaient faire au niveau des collectivités territoriales. Je vous donnais 2-3 éléments. Ils voulaient supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. On l'a oublié. Ils voulaient réduire de 36 000 à 6 000 le nombre de communes. Alors, c'est les grands défenseurs de la ruralité. Ils voulaient juste supprimer 30 000 communes. Donc, il faut juste le rappeler. Et ils voulaient baisser les dotations aux collectivités territoriales de 20 milliards. 20 milliards, que nous, on va les augmenter. Donc voilà, franchement, aujourd'hui, il faut avoir faut bien vous intégrer de ce discours-là, parce que nous avons des arguments extrêmement forts à faire valoir, et qui sont difficiles, parce que, et vous voyez, hein, c'est ce que fait le président du conseil départemental, d'accord, c'est qui peut. Alors, le premier élément, c'est que dans la loi de finances, moi je vais vous parler de la loi de finances qu'on vient de voter, et il y a une autre loi qui s'appelle la loi de programmation, qui donne la trajectoire sur 5 ans, dont on a beaucoup parlé, et ça c'est le pourcentage
de déficit. Vous savez qu'on va, cette année, pour la première fois depuis très longtemps, depuis 2008, passer sous la barre des 3% de déficit, et donc sortir de la procédure de déficit excessif vis-à-vis de l'Europe. Donc ça, c'est une très très grande nouvelle. Et vous voyez que la trajectoire, je ne demande pas de la prendre par cœur, mais va nous amener pratiquement à l'équilibre budgétaire au bout du quinquennat. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est les collectivités territoriales supportent l'effort, mais l'État joue pas son rôle dans la baisse des dépenses publiques, etc. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Alors c'est vrai que historiquement, c'est relativement vrai. Les collectivités locales ont fait beaucoup d'efforts pour contenir leurs dépenses, mais ça n'est pas vrai. Et vous voyez là le déficit, et vous voyez, il y a trois grandes administrations, hein, vous le savez, le central c'est l'État, le local c'est les collectivités territoriales, et la troisième c'est la sécurité sociale. Et vous voyez comme pourcentage, eh bien, chacun baisse, et donc chaque administration participe à cet effort de rigueur budgétaire qui est demandé. Alors, ça c'est le CICE, c'est le fait que le CICE bascule en 2000. Bon, 2 fois pour les. Donc, ce que je vous propose, c'est que je ne vais pas prendre les questions pendant le cours parce que j'ai une demi-heure, ça va être très très chaud. En revanche, comme je suis là après, non, c'est technique. Hein. C'est une raison technique, c'est pas une réponse, c'est pas une raison de dépense effective. Nous, on ne voit rien. Ok. Bien. Il y a d'autres questions pratiques. Si vous voulez aller aux toilettes, par exemple, c'est maintenant. Non, mais on ne prend pas. Là, je viens, mais il faut quelque chose. De la lumière. Bien. Alors, sur le premier élément, vous savez qu'on est parti pour contractualiser, c'est la grande idée du gouvernement, de contractualiser avec les principales collectivités territoriales, je vais revenir, et de limiter leurs dépenses. Alors là aussi, c'est un grand débat médiatique, parce que les gens l'ont compris de travers. En tous les cas, nos concurrents, nos opposants ont fait en sorte que ce soit compris de travers. Mais nous avons communiqué sur le fait que nous baissions de 13 milliards par rapport à une trajectoire naturelle le niveau de dépenses des collectivités territoriales. Et tout le monde a retenu, vous faites sûrement comprendre, que c'était une baisse effective de 13 milliards des dépenses de fonctionnement. Ça n'est pas vrai. Les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales vont continuer à augmenter sur les 5 prochaines années à un rythme moyen de 1,2% par an. Donc, une augmentation de 1,2%, ça n'est pas une baisse. Donc ça, c'est extrêmement important de le savoir. Et vous avez là, quand je projette ce 1,2% par rapport aux 170 milliards qui sont quand même le niveau de dépenses des collectivités territoriales dans leur ensemble, quand vous projetez en 2022, eh bien ça fera 8 milliards de plus de dépenses sur l'année 2022, mais 2,6 milliards de moins que ce qu'on aurait pu imaginer sur un tendanciel qui était le tendanciel admis jusqu'à présent. Et ce 2,6 milliards qu'on ne dépense pas chaque année, c'est ça qui fait le fameux 13 milliards. Mais de fait, les dépenses des collectivités territoriales de fonctionnement vont augmenter, et elles vont augmenter de 20 milliards si on regarde sur l'ensemble de la période. Donc ça, c'est vachement important, donc il n'y a pas de baisse. Alors, pourquoi on essaie de contraindre ces baisses? Parce que, vous l'avez vu, on a dans notre programme, il y a évidemment investir, il y a évidemment préparer l'avenir, il y a évidemment transformer notre pays, mais il y a aussi une rigueur de nos finances publiques, et on veut arrêter cette course en avant d'augmentation de la dette, qui est un cadeau empoisonné que nous faisons aux générations futures. La contractualisation, elle est aussi vachement forte. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on va discuter avec chacune des grandes collectivités territoriales. Donc la définition de ces collectivités territoriales avec lesquelles on dispute, c'est 60 millions d'euros de dépenses de fonctionnement. Donc ce sont toutes les régions, tous les départements, et grosso modo,
les EPCI et au-dessus de 150 000 habitants, je crois, et les communes au-dessus de 50 000 habitants à peu près, mais globalement c'est 60 millions qu'il faut retenir. Et donc avec 320 collectivités territoriales, eh bien on va avoir une discussion, le préfet, l'État va avoir une discussion pour dire, bon ben voilà ce qu'on s'inscrit en niveau de dépenses, en niveau d'investissement, et comment on va y arriver sur cette période. C'est le dialogue, et ça c'est du macronisme, et ça c'est formidable. Et ça, c'était demandé par les associations et les collectivités territoriales depuis longtemps. Et nous, c'est nous qui le faisons. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que, par opposition, si ça ne concerne que 320 000 collectivités territoriales, la vaste majorité des collectivités territoriales, donc des communes, les 35 000 communes de France, n'ont absolument aucune contrainte. Hein, cette histoire de 1,2%, on l'écrit pour les gros. Les petits, toutes les communes. Donc, je prends l'exemple du Gers, désolé. Dans le Gers, il y a une seule entité qui est concernée, c'est le département. Aucune des communes, aucune des EPCI, aucune des agglos n'est absolument concernée. Donc ça devrait relaxer les maires de l'ensemble de nos petites communes. Deuxièmement, c'est que ce taux de 1,2%, donc d'augmentation des dépenses de fonctionnement, il est modulé. Et dans le contrat qui a été, dans le PLF qui a été voté, il est modulable de plus ou moins 0,45% en fonction de l'augmentation de la population, en fonction de la richesse des collectivités territoriales et en fonction des efforts qui ont été faits les années précédentes. Donc c'est pas le même pour tout le monde, il tient compte des spécificités des collectivités territoriales. Et le 1,2, évidemment le grand débat, c'est est-ce qu'il est crédible ? Est-ce que vraiment on met en échec les collectivités territoriales? La réponse est non. Alors là-dessus, une autre personne dirait que oui, la droite nous dirait mais c'est infaisable, le Parti socialiste nous dirait que c'est infaisable. Retenez que en 2016, les dépenses de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales ont stagné. Elles ont même légèrement baissé. Et que en 2017, les pré-chiffres sont sortis, elles ont augmenté de 1,5%. C'est à peu près le chiffre que j'ai en tête. Donc vous voyez que moins 0,2, 1,5 ces 2 dernières années, ça rend crédible 1,2, surtout s'il est modulé en fonction de la collectivité territoriale. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, si vous faites votre contrat, vous avez un petit bonus sur les investissements. Si vous ne le faites pas, à contrario, vous avez un petit malus et vous devez payer la différence, quelque chose comme ça. Et aussi un troisième mécanisme dont on a beaucoup parlé, est un mécanisme de limitation de la dépense, de la dette des collectivités territoriales, avec un ratio qui mesure donc la dette par rapport à la capacité d'endettement de la collectivité territoriale. Alors ça, il y a eu des discussions, et nous avons écouté les collectivités territoriales, donc ça n'est plus il va être communiqué, on demande aux collectivités territoriales de communiquer cet indicateur, mais il n'est plus susceptible de bloquer les investissements des collectivités territoriales. Le niveau de batterie est faible, donc je pense qu'il faudrait mettre... on va avoir une petite surprise. Tac, tac, tac. Ok, ensuite, alors ça c'est très schématique, ceux qui sont maires ou ceux qui ont été maires, etc. me pardonneront, mais là aussi il faut faire la distinction entre les dépenses, les recettes, etc. Quand vous prenez, je prends l'ensemble des collectivités territoriales, les régions, les départements, le bloc communal, elles ont des recettes, évidemment par définition, et elles ont des dépenses. Ce que nous faisons, alors, c'est que les recettes, il y a les transferts de l'État, c'est un total de 104 milliards qui est transféré chaque année de l'État vers l'ensemble des collectivités territoriales. Alors là-dedans, il y a des dizaines et des dizaines de lignes, évidemment. C'est la taxe d'habitation, dont on va parler, 23 milliards, et c'est le reste, c'est les taxes foncières, les droits de mutation, etc., qui rentrent directement dans les finances des collectivités territoriales. Et elles ont deux grands paquets, évidemment, le fonctionnement, 170 milliards, vous retrouvez, et les dépenses d'investissement, 47 milliards, qui sont les dépenses d'investissement des collectivités territoriales.
qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent et qu'est-ce qu'on va faire différemment, qu'est-ce que nous faisons différemment. Et franchement, c'est une belle copie, c'est pour ça qu'il faut se battre pour le vendre et pour le faire passer ce message en local. C'est que l'ensemble de ces recettes est stable. C'est-à-dire qu'en 2018, le 104 milliards de 2017 va peser 104 milliards, un peu de choses près, en 2018. Et c'est là que les dotations, donc là-dedans il y a toutes les dotations, en particulier la dotation globale de fonctionnement, c'est cette dotation qui a fortement baissé les années précédentes. Et donc les années précédentes, sous le gouvernement socialiste, ces recettes ont fortement baissé. C'est-à-dire que l'argent que l'État donnait aux collectivités territoriales a vachement baissé. Et comme le budget de fonctionnement, lui, avait plutôt tendance à stagner, plutôt tendance même à augmenter légèrement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'investissement qui a fortement baissé. Et quand vous regardez l'histoire de ces dernières années, et c'est pas bon pour le futur, et c'est pas bon pour le développement de nos territoires, c'est le budget d'investissement qui a beaucoup baissé. Ce que nous faisons, nous, c'est tout à fait différent. On stabilise les recettes des collectivités territoriales, d'accord? Donc pour la première fois depuis 11 ans, je crois. Les taxes d'habitation et les autres recettes augmentent, elles ont plutôt tendance à augmenter parce que la population augmente, parce que etc., etc. Donc les régions se retrouvent avec un budget de fonctionnement qu'elles vont contenir, mais elles vont avoir la possibilité de facile d'investir et donc l'investissement repart. Et l'investissement va repartir dans les collectivités territoriales. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Je prendrai vos questions après, je suis désolé, mais... Bon, donc, pour la première fois, retenez ce message, pour la première fois depuis 11 ans, d'accord, les dotations de l'État aux collectivités territoriales ne baissent pas. Elles ne baissent pas. Et donc, vous allez rencontrer des maires qui vous disent on est à l'os, on n'en peut plus, ça fait des années. Vous dites attendez, vous nous parlez du passé, vous ne nous parlez pas de la loi de finances que ce gouvernement vient de voter, vous ne nous parlez pas de nouvel élan que ce gouvernement essayait de donner au territoire, vous nous parlez du passé, vous exprimez les plaintes du passé. On les a entendues, d'accord, et c'est la raison pour laquelle ces dotations ne baissent pas. Alors, je parviens sur le détail. Globalement, les dotations globales de fonctionnement, c'est 30 milliards, 30,9 milliards exactement, avec une spécificité sur les régions. C'est que maintenant, les régions ont une dotation dynamique, puisqu'elles ont une fraction de la TVA, globale, qui leur est versée. Et donc, elles sont plutôt contentes. C'est ce qu'elles demandaient aussi depuis des années. On leur donne, et comme c'est une dotation qui est nationale, un impôt national, et deux, c'est une dotation dynamique, c'est une garantie aussi pour le futur, parce que c'est une recette qui va augmenter à peu près de 700 millions d'euros sur la période. Donc, alors, peut-être je fais une parenthèse là-dessus, parce que c'est vrai que c'est assez paradoxal. Hein. On a fait beaucoup de choses que les associations d'élus attendaient et nous demandaient depuis un certain temps. Donc les régions demandaient effectivement d'avoir un impôt national, une part d'impôt national. Les associations demandaient à ce qu'il y ait une discussion, une contractualisation, est-ce que les dotations ne soient pas imposées comme ça, top-down, et qu'il y ait une discussion. C'est ce que nous faisons également dans le cadre de cette contractualisation. Les associations demandaient, je vais vite, les associations demandaient, j'ai quoi jusqu'à la demi? Jusqu'à la demi, jusqu'à 30. Les associations demandaient à ce que les dotations ne baissent pas, elles ne baissent pas. Donc on va me dire, mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. On a fait beaucoup de choses qui étaient plutôt attendues avec un chef du gouvernement qui est un ancien maire, vous le savez. Donc on était vraiment à l'écoute de ça. Ce sont des postures politiques. Ce ne sont que des postures politiques. C'est-à-dire, vous assassinez les territoires, vous êtes des élus de Paris, vous êtes des élus, le président des riches, etc., etc. Vous êtes très très loin des territoires. Ce sont des postures politiques. Ça ne résiste pas aux faits, pour peu que vous connaissiez bien ces éléments. Je voulais parler de dotation de fonctionnement. Il y a aussi, ce qui est très important, c'est les dotations d'investissement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc là aussi, sachez qu'elles augmentent de manière... Non, pardon. Pas vrai. Elle reste à un niveau extrêmement élevé, aux alentours de 1,8 milliard. Donc là, c'est la DTR, c'est la TSI, ce sont donc des dotations. Là-dedans, il y a
là-dedans, il y a, je crois, je vais vous en parler tout à l'heure, je crois que j'ai une slide là-dessus, sur la réserve parlementaire, puisque là aussi, vous devez certainement avoir un certain nombre de questions sur l'ancienne réserve parlementaire. Bon, sachez qu'en termes de dotation, le gouvernement précédent avait plutôt compensé la baisse des dotations sur le fonctionnement par une augmentation des investissements. Donc nous, comme on stabilise le fonctionnement, on aurait pu ne pas baisser, on aurait pu baisser le support aux investissements. C'est pas ce qu'on a fait. On a décidé de les maintenir à un niveau très élevé. Donc la dotation urbaine, de solidarité urbaine, la DSU, la dotation, la DSR de solidarité rurale, donc pour les quartiers les plus favorisés et pour les territoires les plus ruraux défavorisés, augmente. D'accord ? Donc c'est un système de péréquation qui est un peu compliqué. Je vous ai parlé de la TVA pour les régions et aussi la politique, dotation pour la politique de la ville, qui est maintenue à 150 millions d'euros. Donc on maintient le niveau, retenez, on maintient le niveau de dotation. Je ne vais pas parler de ça, c'est-à-dire, sachez que les parlementaires ont joué leur rôle pendant ces négociations sur la loi de finances. Donc, je vais parler de la TVA région alors FTVA, c'est le financement, remboursement par l'État de la TVA sur les investissements des collectivités territoriales. Elles sont sorties de l'enveloppe, c'est un peu technique, mais de manière à ce qu'elles puissent continuer à augmenter dans le temps. Mais juste vous dire sur les communes nouvelles, ça c'est un programme que nous soutenons, hein, qui n'est pas de nous, mais donc c'est un bénéfice, c'est un plus de dotation sur la dotation de fonctionnement si les communes se regroupent. On maintient et d'ailleurs on assouplit ce dispositif dans les prochaines années. Alors, je vais vous parler de la réserve parlementaire, 2 minutes. La réserve parlementaire, c'était historiquement à peu près, je crois, 130 millions d'euros chaque année qui étaient à la main de l'ensemble des parlementaires, sénateurs et députés. Vous savez que dans la loi de transparence de la vie politique, nous avons décidé de supprimer cette réserve parlementaire. Elle avait l'image d'être un peu clientéliste, etc., d'être un peu à la gueule du client, ce qui n'est pas complètement vrai, mais pas complètement faux non plus. Il y avait eu des efforts récemment, mais c'est quand même comme ça que ça se passait. Et il y a eu un certain nombre de demandes, en particulier les députés. Oui, mais c'est de l'argent qui est investi dans les territoires, c'est vachement important. Donc elle a été remplacée par 2 fonds. Elle a été remplacée par 50 millions d'euros qui sont dans la DETR, donc la dotation pour les territoires ruraux, d'accord, la DETR, 50 millions, et 25 millions dans un fonds spécial pour les associations. Alors, 50 plus 25, ça ne fait pas, ça fait 75, donc ça ne fait pas tout à fait le même montant, c'est vrai. Il y a une clé de répartition par département qui fait que dans les départements ruraux, il y aura plus d'argent qu'il n'y en avait avec la réserve parlementaire, et dans les départements urbains, il y aura moins d'argent. De toute façon, le dispositif maintenant va être précisé. Ne rentrons pas dans le détail, mais sachez qu'on a quand même compensé en partie, vis-à-vis des territoires ruraux en particulier, la réserve parlementaire. Dernier point peut-être que je vais aborder avec vous, puisqu'il me reste 5 minutes, c'est la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est un grand sujet. C'est l'impôt le plus injuste. Alors les autres vont vous dire, oui, mais tous les impôts sont injustes. C'est un peu vrai. Peut-être, d'accord, mais celui-là, il est quand même particulièrement injuste. Il est doublement injuste. Il est beaucoup plus injuste que la TVA. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la TVA, vous gagnez 2 fois plus d'argent, donc globalement, vous dépensez 2 fois plus d'argent, donc vous payez 2 fois plus de TVA. C'est la règle, c'est à peu près ça. La taxe d'habitation est extrêmement injuste. Pourquoi? Parce que le foyer qui vit dans le Gers va payer une taxe d'habitation bien plus élevée que celui qui vit à Paris. Est-ce qu'il a beaucoup plus de services dans le Gers qu'à Paris? Non. D'accord? Et puis elle est doublement injuste aussi parce qu'évidemment elle ne dépend absolument pas des revenus. C'est la même quel que soit le revenu. Donc elle est particulièrement injuste. Donc il faut absolument assumer le fait qu'on supprime la taxe d'habitation et que c'est c'est du pouvoir d'achat qui est réinjecté sur l'ensemble de vos départements. Ne l'oubliez pas. C'est un gain de pouvoir d'achat qui est réinjecté sur l'ensemble de vos départements. Bon, donc c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat. Alors évidemment, il y a du stress côté collectivité territoriale. Donc les maires que vous rencontrez, etc., se disent, oui, mais attendez, je vais perdre
je vais perdre cette source d'argent. Vous pouvez dire, parce que c'est dans la loi, et ça a été écrit dans la loi, et c'est comme ça qu'on l'a voté, d'accord, que cet argent va être compensé à l'euro près aux collectivités territoriales. À l'euro près. On va prendre 2017, d'accord. S'il y a 100 en 2017, on va leur donner 100 en 2018. En tous les cas, la partie que ne vont plus payer les Français, hein, quand vous payez votre taxe d'habitation, c'est octobre, je crois, donc c'est le 30% qui vont baisser, et ces 30% vont être payés intégralement par l'État, vont être compensés à l'euro près. Mieux que ça, cette somme va bouger dans le temps. Elle va bouger en fonction de l'inflation. Donc l'inflation, le 100 que j'avais en 2017, eh bien, ce sera peut-être 101 ou 101,2, j'en sais rien, parce qu'on va tenir compte de l'inflation. Deuxièmement, on va tenir compte de la dynamique de population. Donc on prendra en compte aussi, dans la partie qui va être versée aux collectivités territoriales, le fait que cette somme la population a augmenté. Et troisièmement, les collectivités territoriales gardent la possibilité d'augmenter le taux. Alors c'est un peu bizarre, d'accord, mais si je me projette à terme, sur 80% des Français, il n'y a plus de taxe d'habitation, ils payent 0 en 2020, eh bien non, parce que aujourd'hui, c'est dans le texte, les maires peuvent décider d'augmenter la taxe d'habitation. Alors évidemment, ce surcoût de la taxe d'habitation, si on repart à la hausse par rapport au taux qui était le taux 2017, il sera payé directement par le contribuable, par les 80% des contribuables. Hein, il ne sera pas payé par l'État, parce qu'évidemment c'est trop facile, je monte de 20% et l'État paye. Non, voilà. Mais il y a cette possibilité pour les collectivités de continuer à augmenter le taux. Alors, c'est ce que je disais, compenser à l'euro près, possibilité de mobilité, évolution démographique et revalorisation annuelle automatique. Bon, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Sur cette taxe d'habitation, alors il y a eu maintenant, vous savez, le président de la République a annoncé qu'elle serait supprimée pour l'ensemble des Français, donc les 20% qui restent, à l'horizon 2020. Alors, là-dessus, il y a eu des allers-retours. La ministre Gouraud a dit qu'il y aurait un nouvel impôt pour compenser ça. Elle a rétro-pédalé dans la même journée. Bon, sachez que les 80% qui ne payent plus la taxe d'habitation, c'est à peu près la moitié de ce que rapporte aujourd'hui la taxe d'habitation. Donc il faut trouver 8-9 milliards supplémentaires, donc pratiquement la moitié, pour les 20% qui restent. Il faudra les trouver quelque part, parce que vous avez bien vu qu'on nous sommes dans une trajectoire de sérieux financier pour les prochaines années. Donc il faudra bien le trouver quelque part. Donc aujourd'hui les questions sont ouvertes. Ce ne sera pas nécessairement un nouvel impôt, puisqu'on a dit non, mais c'est peut-être un transfert d'un impôt actuel, etc. etc. Donc c'est ouvert, d'accord. Mais le président l'a dit, donc on va le faire, parce que vous savez que c'est une caractéristique de marche, c'est que nous tenons nos promesses. Voilà. Je vais aller très vite, je suis désolé. Merci infiniment. Donc vous avez 20 ans. Peut-être pour lancer la série de questions qui ne vont pas manquer d'arriver. Moi j'en avais une. Tu es président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux nous indiquer pourquoi ça a été créé, en quoi c'est neuf et en quoi ça va nous aider? Alors, dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, il y a 8 commissions, si je ne me trompe pas. Donc la commission des finances, commission des lois, commission des affaires étrangères, etc. Et il y a historiquement 2 délégations. Une délégation Outre-mer, qui est un focus spécifique sur les problèmes de l'outre-mer, et une délégation de droits des femmes, d'égalité hommes-femmes, qui existe aussi depuis 1 ou 2 mandats maintenant, et qui a pour vocation de se saisir de tous les sujets qui touchent l'égalité hommes-femmes. Le président de l'Assemblée nationale a décidé cette année de créer une délégation aux collectivités territoriales, qui était extrêmement demandée là aussi par les collectivités territoriales, par les associations des collectivités territoriales. Donc c'est pas tout à fait une commission, puisque on ne vote pas les lois,
mais c'est il y a 36 députés de l'ensemble des partis, donc c'est transpartisan, qui viennent de l'ensemble des commissions et qui vont devenir l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et alimenter la réflexion des députés au moment des lois, en amont, au moment où on écrit les amendements, etc. Alimenter cette réflexion de manière à ce que, voilà, on n'oublie pas les territoires. C'est d'autant plus important, vous voyez que c'est un vrai sujet politique, donc il ne faut absolument pas qu'on abandonne ce terrain-là, d'une part, et d'autre part, c'est vrai qu'il y a une crainte, parce que maintenant les députés ne peuvent plus cumuler. Historiquement, les députés cumulaient avec, ils étaient maires, ils étaient présidents du conseil départemental, etc. Petite parenthèse, donc moi je travaillais dans la société civile il y a encore 7 mois. Je peux dire que je suis à 100% de son métier de député. Je ne sais pas comment faisaient les autres. C'était vraiment des génies, hein, probablement. Mais les cumulards, je ne sais pas comment ils faisaient. C'était juste, pour moi, c'est juste impossible. Bon, je ferme la parenthèse. Mais c'est vrai que maintenant, vous avez dans la délégation 40 ou 45% d'anciens maires. Donc ils ont encore évidemment cette culture. Hein. Il y en a 70% qui sont des élus. Mais une des craintes quand même d'un certain nombre de personnes, c'est que voilà, les députés ne soient plus du tout cet ancrage local. Donc c'est important de travailler sur cette culture pour aider les territoires. Merci d'abord, je pense que ça me fait bien d'avoir ces infos. Un partage d'expérience et 2 questions. Un partage d'expérience, j'ai les mêmes élus que ceux dans le classe, qui sont en arrière. Voilà, ça m'a occupé, mais j'ai même président du conseil de exactement toujours ça dans les 2. Voilà. Partage d'expérience pour les référents. Du coup, j'ai envoyé mes vœux aux 300 Français en arrière en leur parlant du fait que la DGF n'augmentait pas. On peut mettre un micro, s'il vous plaît. Ah, pardon. Merci. Oui, donc je disais que j'avais envoyé des vœux qui étaient politiques, dans le sens où j'avais parlé de ce qui a été abordé là, sur la DGF, etc. Les retours ont été très bons. C'est-à-dire que des maires nous ont dit ben, merci parce qu'on n'avait pas ces infos. On était inquiets pour la taxe d'habitation et vous nous avez répondu merci, continuez à faire ça. Et bien sûr, ceux qui disaient à tort que ça allait baisser étaient silencieux et c'était assez flagrant. Alors j'ai 2 questions. Première question, est-ce que tu peux nous confirmer, d'abord une invitation en Ariège pour venir faire la même présentation, on est à côté. Mon père est ariégeois. Ah bah, on va s'arranger. Je suis sûr que tout le monde sera ravi. Et on invitera, y compris les élus qui disent le contraire. Ça leur fera du bien. Donc, est-ce que tu nous confirmes que donc on va passer de 130 millions d'euros à 75 millions d'euros pour l'équivalent de ce qui était la réserve parlementaire? Première question. Et deuxième question, on a entendu, on a lu de la part de Darmanin notamment le fait qu'il était question que la taxe d'habitation soit aussi dégrévée pour les 20% qui ne sont pas dans les 80 qui vont entrer. Voilà. Est-ce que c'est à l'étude? Est-ce que c'est confirmé? Oui. Voilà. Alors, plusieurs éléments, c'est très rapide. Hein. Alors, il faut faire attention sur cette fameuse dotation de l'État aux collectivités territoriales. Quand je vous dis qu'elle ne baisse pas, je vous le confirme, je ne suis pas, je ne pipote pas, même si je suis gascon, donc elle ne baisse pas. Mais ça ne veut pas dire que pour les 35 000 collectivités territoriales, elle ne va pas baisser. C'est la somme. C'est à peu près identique. Mais il y a un tel jeu, si vous voulez, de péréquation, de communes qui augmentent, en taille, etc., que vous allez avoir quand même, statistiquement, j'ai envie de dire, 1 sur 2, qui va avoir une dotation qui va légèrement baisser. Et 1 sur 2, dont la dotation va légèrement augmenter. D'accord? Donc attention, ça tombe début mars. Normalement, c'est pour ça que c'est un bon timing pour en parler. Vous voyez que les conseils départementaux sont en train de s'exciter par rapport à ça. Donc, il y a le discours global, et après, il y a la réalité pour chacune des collectivités. Et de toute façon, ça baissera beaucoup moins, pour ceux pour lesquels ça va baisser, que ça n'a baissé ces 3 dernières années. Ensuite, pour la taxe d'habitation, je n'ai pas été clair, mais ça a été annoncé par le plan que je t'ai présenté là, c'était le plan qui a été voté dans la loi de finances au mois de décembre, hein, et dans la loi de programmation. Depuis, le président de la République lui-même a dit que
100% des Français ne paieraient plus la taxe d'habitation en 2020. Donc les 20% qui restent, effectivement, ne paieront plus cette... Alors eux, ça ne va pas être un tiers, comme les 80% dont on a parlé, parce que ça, c'est déjà inscrit dans la trajectoire financière. Les autres, ils vont passer, je ne sais pas comment, à zéro en 2020, mais c'est un engagement prévu, donc on va le faire. Ce que je disais, c'est que ça n'est pas financé, puisqu'on a voté notre trajectoire, ça n'est pas financé, donc il faut qu'on travaille, et les équipes travaillent maintenant pour trouver son financement, en évitant de mettre un impôt supplémentaire. On n'essaie pas d'enlever d'une poche ce qu'on met sur l'autre. Mais une fois de plus, c'est un impôt extrêmement injuste. Carole, Patricia, on va essayer de faire un groupe de 3, et Pierre. Merci, puis alterner question homme-femme, c'est bien aussi. Donc moi, je suis en Ille-et-Vilaine. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, c'est une question assez technique. Effectivement, j'ai rencontré à plusieurs reprises le président du conseil départemental lors des vœux, et à chaque fois, il revient me voir avec cette question-là. Le taux de 1,2% d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Lui, ça lui pose un vrai problème sur le département de l'Ille-et-Vilaine, parce qu'il a calculé, il a fait ses prévisions, et compte tenu de l'évolution démographique et des sujets qu'il a à adresser, c'est-à-dire l'accueil l'autonomie et la dépendance avec l'APA, le RSA qui cette année est stable. Alors il me dit on table sur le fait que ce soit stable, voire que ça baisse, mais si jamais il augmente, on est mal. Et puis l'accueil par exemple des mineurs étrangers qui est plutôt vertueux en Ille-et-Vilaine. On a un système qui fait qu'on les accueille même au-delà de 18 ans jusqu'à 21 ans, et on leur offre des conditions d'accueil et d'insertion et de formation et d'intégration qui sont assez favorables. Et donc il est extrêmement inquiet. Il me dit moi, mes dépenses, normalement, elles devraient mécaniquement atteindre 3% d'augmentation sur les dépenses de fonctionnement. Donc ce taux d'1,2%, j'ai entendu dans votre présentation qu'en fait il allait être modulé, c'est nouveau pour moi, et donc est-ce que vous pouvez confirmer qu'il sera vraiment tenu compte des spécificités et des tendances, notamment démographiques sur les départements? Absolument, je confirme. Je confirme. Alors, dans la loi, ce qui est écrit dans la loi, c'est qu'il y a 3 tranches de 0,15%, si on veut rentrer dans le détail. Et donc, ces 3 critères qui pèsent chacun 0,15, c'est la démographie. Donc, si le département d'Ille-et-Vilaine augmente en population, probablement qu'il va gagner 0,15. Il y a un critère de richesse, je ne l'ai plus en tête, il est un tout petit peu compliqué, mais là aussi on peut imaginer que l'Ille-et-Vilaine en bénéficie. Et le troisième, c'est les efforts qui sont faits historiquement, ça je ne sais pas. Et donc, ça peut être 1,2 plus 0,45, ça peut aller jusqu'à 1,65. On est loin des 3%. Bon, il ne faut pas se raconter de coups. On a une difficulté, c'est qu'on doit, nous, dans ce mandat, et c'est notre engagement vis-à-vis des Français, on doit contenir nos dépenses. On veut revenir, on veut aussi se caractériser par la transformation de la France, je l'ai dit, mais par le fait que nous maintenons les dépenses. Et on veut faire mieux que ça. On veut revenir à un budget équilibré. La dernière fois qu'il y a eu en France un budget équilibré, c'était en 1974, absolument. Bon, 1974, d'accord, première crise pétrolière, et puis c'est parti. Moi, franchement, moi j'ai des enfants, je le dis toujours, mais laissez... Enfin, la dette, elle augmente, je crois, de 2400 € par minute, ou par seconde, je ne sais plus. Peut-être par seconde. Donc, si vous voulez, c'est juste, c'est dégueulasse, appelons un chat. C'est-à-dire que... Mais je vais te dire. Donc, non, mais je veux dire, c'est que... donc, c'est de l'argent... c'est facile d'endetter, c'est facile de vivre au-dessus de nos moyens, mais c'est juste un cadeau empoisonné qu'on laisse, un fardeau phénoménal qui augmente tous les jours, qu'on laisse aux générations d'après. Si jamais les taux augmentaient, c'est une catastrophe. Alors on se le dit entre nous, d'accord? Mais vu le niveau d'endettement de la France, 2000 milliards d'euros, et le fait que les taux peuvent augmenter potentiellement, on n'est pas loin de se retrouver dans une catastrophe. Donc il faut assumer cette volonté de contrôler nos dépenses globalement. Alors après, évidemment, tout le monde a de bonnes idées pour baisser les dépenses chez les autres. Et tout le monde dit, mais les collectivités territoriales disent, mais nous on a fait beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'elles font beaucoup d'efforts. Est-ce que pour autant, elles ne doivent pas continuer à en faire? Probablement qu'elles doivent continuer à en faire. Pourquoi? Parce que quand vous leur posez la question, vous leur dites, allez,
Est-ce qu'il faut moins d'armées? Ben non, le Mali, le truc, la menace djihadiste, etc. etc. Est-ce qu'il faut moins d'éducation? Ben non, etc. etc. Est-ce qu'il faut moins de la justice aujourd'hui? Donc que l'État ait un niveau de dépense aujourd'hui sur un certain nombre de postes prioritaires parce qu'on a des vrais sujets à traiter, c'est aussi logique. Est-ce que, pour répondre, donc, il faut, dire deux choses au Conseil des... Enfin, à mon avis, il faut dire trois choses. La première, c'est que, d'abord, ce niveau de 1,2 ou 1,65, pour les plus chanceux, d'accord, il est cohérent avec, souvent, l'augmentation de leur niveau de dépenses de ces dernières années. Enfin, il faut regarder, peut-être précisément, on regarde dans les documents du Conseil départemental comment ça a évolué ces derniers temps. Deuxièmement, bon, est-ce qu'on est obligé d'avoir des centaines de jardiniers, des trucs... Tu vois, on parle toujours des mineurs, mais je veux dire, donc, il faut se poser la question, il faut se challenger, c'est-à-dire il faut... et moi, est-ce que le patron du département, il a 5 mecs qui s'occupent de sa communication? Ah, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, réfléchir à des sources d'économie, il y en a. Donc, je veux dire, toutes les entreprises, si vous voulez, tous ceux qui ont bossé dans les entreprises, il y a un certain nombre quand vous leur dites, bon, ben, l'année prochaine, les budgets vont augmenter de 1,2%, ils sont super contents. Souvent, on leur dit, bon, des mecs, il faut 3% de productivité l'année prochaine. Et tout le monde se met à bosser pour 3% de productivité. Alors c'est sûr que les collectivités territoriales, c'est pas tout à fait la même chose, ce sont des fonctionnaires, etc., etc. Mais bon, plus de contractuels, enfin, il y a des idées. Bon, troisièmement, comme il y a ce contrat, ça veut dire qu'il y a un dialogue qui va s'instaurer entre le préfet de région et ta collectivité, donc ils peuvent trouver aussi des solutions en commun. Donc deux dernières questions, et je vois que la session plaît beaucoup, donc on verra avec le faire en live vidéo, et les questions-réponses, on en parlera. Patricia et Pierre, et après on arrêtera. Oui, bonjour, Patricia Corrèze. Merci de votre intervention. J'ai simplement envie de vous dire que vous m'avez appris des choses nouvelles, mais pas autant que ça. Parce que ce qui me rassure... Ah non, mais je suis franche. Parce que ce qui me rassure, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que notre président nous avait donné comme élément de langage pendant la campagne des présidentielles, et c'est ce que nous avons porté comme parole. Donc moi, ça me rassure beaucoup, parce qu'on a vraiment un président qui fait ce qu'il dit. Ça, c'était la première chose. Par rapport à ce que vous avez dit, par contre, moi, je mets un petit bémol, c'est que je trouve que, enfin, moi, je parle pour mon département, on a quelques difficultés quand même sur une tranche par rapport à la taxe d'habitation. C'est bien ressenti, mais on a quand même beaucoup, moi, j'ai beaucoup de montées sur les retraités qui se sentent lésés, mais des retraités qui ne sont pas concernés par la baisse de la CSG, qui ne sont pas concernés par la baisse de la taxe d'habitation, mais qui ne sont pas des riches. Voilà, je mets des petits guillemets, qui nous disent on est quand même dans une classe moyenne, on a travaillé toute notre vie, on a des retraites confortables, mais pas une grande richesse. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Après, je vous ai entendu parler des communes nouvelles. Je voudrais aimé avoir un peu plus d'informations sur cette partie des communes nouvelles, parce que est-ce que c'est vraiment l'alpha et l'oméga pour s'en sortir, parce qu'on a certains maires qui ont bien compris qu'ils auraient un petit peu plus de dotation s'ils vont des communes nouvelles, mais moi je parle sur nos territoires, il faut aussi savoir garder du lien. On ne peut pas tuer toutes les communes, toutes les petites communes quand on est sur des petits départements. Moi je parle pour moi où on a 286 communes. Par contre, la réserve parlementaire, est-ce que vous auriez pu nous donner également quelques précisions? La nouvelle dotation qu'il va y avoir va concerner qui? Puisque la réserve parlementaire, il y avait aussi bien des collectivités que des associations qui pouvaient toucher la réserve parlementaire. Donc j'aurais bien aimé voir s'il y avait des domaines privilégiés plus que les autres. Et puis excusez-moi, dernière remarque, c'est votre discours que vous venez de tenir, où je me retrouve complètement, je suis fonctionnaire. Vous parlez de la... Moi je crois qu'il faut une plus grande vigilance sur le fonctionnement, sur les collectivités. C'est-à-dire que vous venez de dire qu'il fallait peut-être réfléchir, mais je crois qu'il faut vraiment réfléchir et mettre en place des contrôles plus précis. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le fonctionnement qui pèse sur les collectivités. On a quand même des hausses de fonctionnement, on a des collectivités qui font aussi un peu n'importe quoi. Parce que même si on s'est beaucoup amélioré avec les compétences régions, départements, collectivités, il y a encore de la redondance.
Il y a encore des départements qui veulent bien garder un peu d'économie. Il y en a qui veulent bien faire aussi un peu d'économie ici. Je crois qu'il va falloir aussi être un peu plus vigilant peut-être sur certaines collectivités qui n'appliquent pas totalement ce qu'elles devraient appliquer. Merci. J'ai oublié tes questions. Alors, j'essaie de les prendre dans le désordre. Alors, tu connais évidemment Christophe Giretti, qui connaît bien ces sujets avec qui tu pourras approfondir le... Je connais le député Christophe Giretti qui ne s'implique pas beaucoup avec La République En Marche. Ah. Sur le mauvaise pioche, sur le... Non mais franchement je le redis, quand... j'avoue j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut ne pas fonctionner en symbiose entre élus et référents. Et je pense que... Donc, moi je suis prêt à travailler, je ne sais pas comment aussi pour vous aider par rapport à ça, mais franchement, l'énergie perdue en interne, c'est terrible. Je vais faire la parenthèse. Alors, sur la réserve parlementaire, il n'y a plus de réserve parlementaire. Donc on ne dit pas, attendez, il y a une nouvelle réserve parlementaire, elle est apparue par la fenêtre. Non, il y a deux fonds de 50 millions et de 25 millions. Le 50 millions, ils vont être répartis dans une réunion qui s'appelle la DETR, je ne sais plus comment elle s'appelle cette réunion, mais c'est le préfet qui réunit les élus, un certain nombre d'élus, d'accord, et en fonction de toutes les demandes d'investissement de la part des communes et des EPCI, ils répartissent l'argent en fonction donc des projets. En dessous d'une certaine somme, c'est à la main du préfet. Au-dessus d'une certaine somme, c'est l'Assemblée des élus. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette augmentation de la DETR donc, va... cette nouvelle, même s'il ne faut pas l'appeler comme ça, réserve parlementaire, eh ben, elle va être distribuée par les élus sur leurs propres projets. Sur les associations, donc il y a 25 millions pour les associations, 25 millions pour les associations donc, qui sont répartis par département, donc ça c'est une nouvelle, un nouveau groupe sous la responsabilité du préfet, là aussi avec des élus, d'accord, pas de députés d'ailleurs, mais avec des élus qui va répartir cette somme en fonction, j'imagine, des demandes qui seront faites par les associations. Sur les communes nouvelles, ne tombez pas dans ce piège-là. D'abord, c'est optionnel. D'accord? Donc on ne force personne, on ne force pas les communes à se regrouper. On dit, si vous voulez vous regrouper, si ça a du sens localement, faites-le. D'accord? Bon, si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Et pour les aider, parce que ça coûte toujours un petit peu d'argent au démarrage, eh bien, il y a un petit bonus. Mais le faire pour le petit bonus, c'est une très mauvaise idée. Il faut le faire parce que ça a un sens géographique, parce que ça a un sens politique. D'accord? Bon, quand vous passez de Garches à Vaucresson, franchement, vous ne savez même pas que vous allez changer de commune. Donc moi, je veux bien que il faille garder la proximité, le truc, etc. etc. Mais franchement, pourquoi elles ne fusionnent pas, ces deux communes? Bon, il y a des petits villages. Moi, mes communes, elles ont 40 habitants, les plus petites. 40 habitants. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une commune de 40 habitants? Vous n'avez plus d'argent. Donc une fois que vous avez repeint votre salle des fêtes, dans tous les sens, que vous avez refait les toilettes, que vous avez refait le bar, vous recommencez à refaire la salle des fêtes à repeindre, etc. Vous tournez en rond. D'accord? Bon, on va pas. C'est pas parce qu'on supprime, parce que deux communes se réunissent, qu'on déménage. Oui, l'église elle reste là, le monument aux morts il reste là, la salle des fêtes elle reste là. C'est juste simplement, c'est qu'on réunit nos forces pour avoir un peu plus de budget, pour avoir des associations un petit peu plus fortes, etc. Vous pouvez parfaitement avoir, la commune se transforme en mairie annexe, vous gardez votre mairie, vous voyez, ça fait pas de... Pour moi, cette proximité, elle existe. Je sais pas, mais il y a des communes aujourd'hui qui font 150 000 habitants. Bon, cette proximité, elle est moins forte, évidemment, mais elle existe quand même. On connaît ces élus, on peut aller les voir. Donc, les communes nouvelles, c'est quand même une manière un peu moderne de regrouper nos forces sans casser le truc. Donc, ne tombez pas dans ce piège dans lequel veulent nous faire tomber un certain nombre les LR, pour ne pas les nommer, hein, sur le fait que ça y est, on assassine les communes. Non, un, c'est facultatif, et deux, il faut le faire quand ça a du sens. Ta première question, elle était sur la CSG, taxe d'habitation, CSG. Bon, il y a, et on le dit, on le cache pas, hein, bon, 20% des retraités les plus aisés, ok,
vont avoir la CSG qui augmente et ne vont pas avoir le petit bonus sur la taxe d'habitation. Alors ça, c'était avant, puisque maintenant, dans 2020, ils vont aussi l'avoir, mais restons sur le schéma actuel, on l'assume. Bon, ce ne sont pas les classes moyennes, je suis désolé, ce sont des retraités qui sont les 20% les plus aisés. Ça n'est pas la classe moyenne. La classe moyenne, c'est les 80% qui vont plus payer. Oui, ça c'est vrai. Mais quand vous êtes aujourd'hui, alors de mémoire, c'est 30 000 euros quand vous êtes un retraité célibataire de revenus, c'est, je suis désolé, c'est pas la classe moyenne, ce sont les retraités les plus aisés à qui on demande un petit effort intergénérationnel. Merci. Dernière question, Philippe. Une seule question. Non, juste pour information, merci pour la présentation. En fait, j'ai fait la même dans le débat d'orientation budgétaire en conseil de Brest Métropole la semaine dernière. Il y a un document qui est très intéressant, qui est présenté par toutes les collectivités, c'est le rapport d'orientation budgétaire qui reprend les éléments de cette présentation et qui présente la situation des collectivités. Donc moi, je ne peux que conseiller dans les différents départements d'aller chercher ces rapports, c'est des documents extrêmement utiles. Quelques commentaires quand même, et notamment en termes de contradiction. 1,2, c'est la moyenne d'augmentation des dépenses de fonctionnement réelles entre 2014 et 2017. J'ai regardé, je fais le calcul, c'est 1,2, c'est précisément cela. Sauf que l'inflation, pendant cette période, a été entre 0 et 0,5. L'inflation qui est programmée globalement, elle est à 1 à 1,5 de points supérieur à ce qu'elle a été pendant cette période. Donc la réalité, elle est quand même qu'on est dans une forme de contrition des dépenses de fonctionnement, et globalement, il va falloir les faire diminuer en volume, donc inflation comprise de moins 0,2%. Je ne rentre pas dans les détails, mais il faut l'avoir en tête parce qu'on peut se prendre comme contradiction ça quand on fait les argumentaires. De la même façon, sur les régions, ça gueule beaucoup, moi je le dis, ça gueule beaucoup parce qu'il y avait eu une promesse de compensation des transferts des charges d'économie des départements vers les régions de 700 millions par le gouvernement précédent. 450, enfin, oui, 700 c'est le volume calculé, estimé, et donc le gouvernement a dit 450, et l'actuel gouvernement est encore en cours de négociation avec les régions. En tout cas, n'abonde pas dans ce sens-là. Donc là aussi, attention dans les commentaires qu'on peut avoir. Moi, j'ai une interrogation, c'est les contrats avec les préfets. Moi, je le dis parce qu'il y a le sentiment dans les collectivités aujourd'hui, en tout cas, il suffit d'écouter les débats qui se tiennent, d'une recentralisation. Moi, je n'entends que ça partout, tous les gens élus autour disent recentralisation. L'attitude des préfets depuis l'élection d'Emmanuel Macron, moi je dois le dire, voilà, je suis élu depuis une dizaine d'années, ce sont devenus des potentats locaux. Ils ont une attitude extrêmement centralisatrice, extrêmement autoritaire, beaucoup plus que celle qu'ils n'avaient pu avoir jusqu'à présent. Il faut faire attention, il faut en être conscient, et ça, c'est au niveau du gouvernement qu'il faut passer des messages. Mais moi, je voulais savoir, parce que on ne sait pas ce qu'il y a dans ces contrats. On dit moins 1,2%, ben il y a quoi à négocier? C'est moins 1,2%, c'est pardon, limité à 1,2%, il y a quoi à négocier? Mais il n'y a plus rien à négocier. Donc, je pense qu'il faudra être précis et vraiment communiquer. Là aussi, moi, je pense qu'il faut nous dire c'est quoi ces contrats. Voilà. Ok. Merci pour. Il n'y a pas véritablement de questions, mais peut-être. Attention, c'est là où à mon avis, on passe du factuel au politique. De fait, et Cécile est là, qui est vice-présidente de l'AMF, et j'espère qu'elle ne me contredira pas, mais nous n'avons pas d'élus La République En Marche dans les départements, dans les régions, et dans les associations, évidemment, qui les représentent, et dans les départements. Donc attention quand même que tout ce que tu dis, qui n'est pas complètement faux, mais qui est une manière de voir les choses, est porté par nos... Non, c'est une manière de voir les choses. On peut en discuter, mais c'est une manière de voir les choses. Bien sûr, mais j'ai essayé de te donner un certain nombre d'éléments. Donc j'ai essayé de te donner un certain nombre d'éléments, je ne suis pas complètement convaincu, mais bon, attention que ce discours est porté par des associations d'élus qui sont dans l'opposition vis-à-vis de nous, et qui effectivement disent que c'est juste impossible de faire 1,2%, etc., etc. Comme tu l'as dit,
1,2%, c'est à peu près la moyenne de ce qui s'est passé ces dernières années. J'ai dit moins quelque chose en 2016 et plus 1,5 en 2017, on est sur des chiffres qui sont à peu près cohérents. Et bien oui, et ben on demande des efforts. Je t'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit il faut réfléchir à la manière de maintenir ces efforts. Parce qu'autrement, ce sont tes enfants qui vont payer, rembourser la dette que les départements sont en train d'augmenter. Moi je veux bien, on peut dire, attendez, c'est open bar les mecs, zéro contrainte, 2%, 2,5%, 3%, 4,5% là-bas, oui. Ouais, tout le monde a bonne raison d'expliquer qu'il y a besoin d'investir, qu'il y a besoin d'argent pour dépenser. Mais est-ce que c'est sérieux face aux enjeux qui nous attendent? Les régions, elles gueulent, là aussi. En plus, c'est du fonctionnement. Donc c'est du mauvais cholestérol. Je suis quand même désolé de dire que les investissements, c'est le... Mais non, mais le fonctionnement, c'est du mauvais cholestérol. Les investissements d'aujourd'hui, c'est des dépenses de fonctionnement de demain. C'est-à-dire qu'à force d'accélérer sur les investissements et l'investissement, ça crée des dépenses de fonctionnement qui... Merci à tous. Je sens qu'il y a encore des dizaines de questions. Je propose qu'on remercie pour leur message. C'est le moment de vous référer à vos petits badges au verso. Pas seulement pour constater que grâce à Jean-René Cazeneuve, on a un petit peu rattrapé notre retard, mais pour regarder dans quels ateliers vous vous situez pour cette séquence. Les animateurs des ateliers se trouvent au fond de la salle. Vous pouvez aller les rejoindre, ils vont vous guider vers vos salles. C'est un atelier qui est consacré à votre ancrage politique, à votre composition des comités politiques, et qui sera animé dans une technique qui s'appelle le co-développement et que vous allez découvrir et qui est extrêmement fructueuse. Au fond de la salle pour rejoindre vos ateliers.